Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Vous écoutez notre épisode 38, je suis Daniel Andriev et pour animer avec moi cette émission, j'ai besoin du globetrotter Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous, ça va très bien, ça va très bien dans ces vacances qui se poursuivent. Voilà, j'ai une semaine un peu mouvementée comme tu sais. Alors on va faire un peu After Eight, chose n'est pas coutume, tu vas un peu nous parler de ce que t'as fait. Eh ben oui, parce que figure-toi que je suis allé dans une espèce d'Airbnb un peu bizarre sur Paris, tenu par un chroniqueur de podcast d'origine russe, et avec des lubies particulières pour les comédies françaises. C'est un coin que je recommande, vraiment. Tu m'as accompagné dans une comédie française, donc c'est une tradition qui est née grâce à Quix, et que tu as un peu fait vivre, c'est de m'accompagner à une comédie, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il arrive, tu dis ok. Ah non, j'ai dit. Alors, moi, ça voulait dire banco. Ça veut dire on y va. Voilà. Et c'était ça. C'est aveuglément. On a pris ce qui sortait et puis on est allé voir. Et on est allé voir Opération ou Mission? Non, c'est Mission Pays Basque. Mission Pays Basque. Ça fait littéralement 3 jours qu'on ne se souvient plus du titre exact du film. Et là, j'ai vérifié, c'est Mission Pays Basque. Dont l'acteur le plus mémorable était Shadow, l'ours brun. L'ours brun. Très belle prestation de Shadow, l'ours brun. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on a googlé Shadow, l'ours brun. Parce que, franchement, les autres acteurs n'étaient pas... Enfin, c'était pas extraordinaire, on va dire pudiquement. Mais Shadow l'ours brun... Il a un sacré CV, hein, Shadow. Il a tourné dans des zilliards de trucs. Googlez Shadow l'ours brun au cinéma français. Il a fait beaucoup plus de films intéressants que Élodie Fontan, donc le lead character. Le lead character, la fille qui fait littéralement un... Bienvenue chez les Basques. Bienvenue chez les Basques, oui. Elle est hautaine, elle marche avec des talons hauts. Et elle est en pleine feria, elle est en plein milieu de genre, ah, vous faites du bruit. Idiote. Va une rue plus loin. Et il y a Daniel Prévost qui joue maintenant, je sais pas, il joue Alzheimer quoi, mais il est délectable quoi. C'est les quelques scènes qu'il a, il est parfait. Oui, c'est Daniel Prévost quoi. C'est toujours, surtout dans cette espèce de rôle de papy gâteau, vraiment. Ouais. Papy gâteau, ouais. Un peu lunaire, voilà, il est parfait. Je pense que c'est le meilleur acteur français avec une calache entre les mains. Oui. Et cette phrase est une vraie phrase. T'as un vrai commentaire sur le film. Donc on a vu ça. Alors on va vous faire un petit peu le truc. On a vu Spider-Man Homecoming ensemble. Tout à fait, exactement. Qui était un blockbuster satisfaisant, mais on va en rediscuter, je pense. On en discutera dans After Eight, mais globalement, pour la faire course, c'est que c'est un divertissement honnête. Voilà. Honnête, mais j'ai vraiment du mal avec cette espèce de Tony Stark qui est le nouveau. Ah bah je te spoil pas. Ok, d'accord. Ne spoil pas. Mais d'accord. Oui. Vous sentez déjà que j'ai un peu du fiel là. Il y a des trucs à revoir, mais globalement, non. Globalement, quand même, c'est pas, ça se laisse regarder quoi. Je leur dis bon courage pour la suite quand même. Ouais, ça, de toute façon, c'est... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Un petit film. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a rencontré des auditeurs. Oui. Donc à Spider-Man, on a croisé un auditeur qu'on salue, il se reconnaîtra. Et le moment de Memories of Murder, on a croisé Mathieu, un autre auditeur, qui nous a vu arriver au MK2 Bibliothèque, à l'arrache. Il nous a dit « Eh mais non, c'est pas là... c'est pas là, les gars, en fait. C'est pas là, Memories of Murder, c'est dans les 4 salles plus bas, dans le ghetto Intello. » Donc oui, effectivement, sans lui, on n'aurait pas trouvé notre salle pour la diffusion de Memories of Murder, quoi. Donc voilà, nous avons fait Memories of Murder en 4K, donc le premier film de notre liste, et ouais, ça le mérite. Ouais, ça le mérite. Vraiment, je confirme que c'est vachement mieux que par exemple Gamer, tu vois. C'est vraiment... Il y avait un petit doute qui subsistait quand même, mais non, vraiment, c'est mieux. Un film qu'on a vu avec un autre auditeur, d'ailleurs, qui nous a dit « Oh là là, je veux le voir !» Il avait Ostéo, il dit « Non, je change Ostéo, je vais voir Memories of Murder. » Donc, on pense à ses cervicales très très fort. Et... On peut dire qu'il les a pas sacrifiés pour rien, en tout cas. Ouais. Et on a fait avancer nos petits projets, puisque nous avons des petits projets secrets.
Exactement. Et tu m'as apporté du fromage, et ça, je t'en suis reconnaissant. Oui, mais j'ai l'impression d'être un peu le Messie quand j'arrive sur Paris avec littéralement ma boîte de fromage. Sachez que j'ai un sac entier exprès dédié au fromage. Comment quand je s'appelle monte ton sur Paris. fromage? Redis-le nous pour que les gens sachent. Ah, c'est du Margeria, Du Margeria. Putain, Margeria, avec un Z à la fin. ça sonne comme ton premier amour, tu vois. Exactement. Et ouais, et ben je peux te dire, j'ai plus de Margeria vieux là, donc Ça part vite, hein, il va falloir que je me déplace. Tu vas être obligé de venir. Oh. Mais c'est ça le truc, en fait, tu te crois accro, tu es un putain de dealer de fromage, quoi. Je suis un dealer de fromage, littéralement. Alors, j'ai envie de dire trêve de bavardage, mais en même temps, on va en reparler sans doute dans les recos des autres choses que nous avons fait. On va juste se remémorer les 10 films qui sont en tête de notre classement. Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Premier, donc, on vient d'en parler, Memories of Murder. Voilà, tout à fait. Ensuite, History of Violence. Troisième, Millennium Actress. Ensuite, Le Voyage de Chihiro. Cinquième, La Graine et le Mulet. Ensuite, The Host. Septième, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Huitième, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Un titre beaucoup trop long, je trouve. Neuvième, OSS, Le Caire ni d'espion. Et dixième, Le Retour. Et juste derrière, Hot Fuzz et Shaun of the Dead. Voilà, exactement. Par le réalisateur. Tu vois, c'est ça le problème de nos recos, c'est qu'on est... Faut vous le dire, on enregistre un peu en décalé pour essayer... Légèrement, oui. Ouais. Pour que vous ayez du matos pendant les vacances. Donc peut-être que cet épisode sera diffusé d'ici 3 semaines, on n'en sait rien. Donc si on vous recommande Baby Driver, c'est un peu compliqué. On va dire que les recos d'actu, ça va être After Eight. Voilà. Ouais, oui, voilà, exactement. Là, on est trop dans l'anticipation sur Super Ciné Battle, donc voilà. Mais c'est pour votre bien. C'est ce qu'il faut se dire. Eh ben, est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on... Ah non, on a oublié. Il faut se faire un petit... Faut passer par la fin, c'est ça. Carlitos Way, Rise to Power. Voilà, la suite de Carlitos Way, je ne m'en remets toujours pas. Voilà, 5e en partant de la fin. Avec juste derrière, enfin juste en dessous, Gamer. Que tu as name droppé, gentil. Voilà, c'est exactement. 146e, Les Bronzés 3. Ensuite, Agathe Cléry. Cinéman. Et ensuite, Astérix aux Jeux Olympiques. Ouais, co-réalisé par Frédéric Forestier, dont j'ai beaucoup parlé du dernier film dans le dernier MDR. Dans MDR, ouais, tout à fait. Autant dire que j'appelle ça des headshots, ce genre de... Voilà, et d'ailleurs, ce film-là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'affiche et j'ai regretté presque d'être allé voir Mission Pays Basque plutôt que ce film-là. Alors, c'est quoi déjà le nom? C'est Mon Poussin. Ah, Mon Poussin, c'est ça, voilà. Et tu sais quoi, oui, honnêtement, oui. Je déteste ce film. J'ai envie de te le trouver en DVD et, pour qu'on se fasse une séance commune. Mais tu sais que mine de rien, Mission, putain, on n'y arrivera jamais. Mission Pays-Bas, ce sera sans doute ma comédie française préférée de l'année. Parce que j'étais dans la salle avec toi. Oh, putain, mais tu sais quoi... Et on s'est soutenu moralement. Ouais, d'accord, je vais te ramener Problemos, écoute, ça va te... Ah, bah écoute, oui. J'ai hâte. Juste un rappel rapide des règles. C'est simple. 3 films par liste. Un titre. Et vous nous envoyez le tout à supercinébattle@gmail.com. On a déjà reçu pas mal de listes, mais il y a des petits malins qui nous envoient des listes. Il y a un mec qui nous a envoyé 15 listes, genre, tu vois, 15 mails d'affilée. Et c'est malin parce que je pense que j'en ai sélectionné une d'entre elles. Donc, voilà, sur un malentendu, ça peut marcher. Oh, c'est pas un malentendu. Hein, voilà, il faut un peu viser. Faut viser juste et c'est bon. Et donc, on va se faire quelques petites listes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah bah, on est là pour ça, non? Et alors, on va commencer par la liste qui nous est envoyée par Frédéric Guen. Merci Frédéric pour ta liste par avance. Et c'est une liste qui s'appelle La guerre en 2000-2009. Ah, voilà un sujet intéressant. C'est la guerre dans les films sortis entre 2000 et 2009, puisque c'est la période que l'on couvre. Tout à fait. Et on commence par Le Pianiste. Bah oui, Le Pianiste, donc film de Roman Polanski, qui alors je me souviens plus, il a eu moult récompenses. Ah oui, il a eu l'Oscar, il a eu la Palme d'Or du festival. Oui, c'est même la Palme d'Or. Ouais, c'est ça. Oui. Donc. Attends, est-ce qu'il a eu l'Oscar du meilleur film? Je crois pas qu'il ait Oscar du meilleur film. Alors, je ne sais plus. Il a peut-être eu un César aussi. Non, il a été meilleur réalisateur. Voilà. Non, c'est ça, oui, parce qu'en plus, non, c'est une production ou coproduction française en tout cas. Donc peut-être pour les Oscars, à mon avis, c'est peut-être, je sais plus. Bref, mais je crois qu'il a eu des Césars. Il a été nommé, mais il a eu meilleur réalisateur, il a eu meilleure adaptation parce que c'est adapté d'un bouquin.
Et Adrien Brody était meilleur Oscar. Meilleur acteur. D'accord, ok, oui. Donc voilà. Donc voilà, et évidemment, enfin on parle de la guerre. Le sujet du pianiste, c'est la guerre 39-45, en particulier le ghetto de Varsovie, qui est une période très importante malheureusement de notre histoire et qui est aussi une période très importante pour Roman Polanski et sa famille, puisque évidemment c'est quelque chose qui les a directement touchés. Donc on suit, comme sur le titre du film l'indique, on suit la trajectoire d'un pianiste, un pianiste professionnel de renom, à travers toute l'évolution du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire depuis le début où c'est juste entre guillemets cloisonner les juifs dans un quartier jusqu'aux rafles et tout ce qui s'ensuit. On suit cette tragédie à travers ce destin particulier. C'est exactement ça, c'est inspiré plus ou moins de sa vie, sauf que lui, il était pas à Varsovie, il était à Cracovie lui-même. Mais c'est effectivement, c'est adapté d'un bouquin qui raconte cette histoire, et donc du coup c'est presque sans risque, puisqu'il a pris vraiment un best-seller du genre, il l'a adapté. Voilà. Je sais pas quoi dire vraiment sur ce film, parce que je le trouve rudement efficace en fait. Et bizarrement, je le trouve, il aurait pu être vachement plus, larme à l'œil, tu vois, il aurait pu être vraiment plus mélo. Et je le trouve assez sobre, et je pense que c'est ça qui fait sa réussite. Alors, moi, le pianiste, j'ai une impression très très étrange sur ce film, parce que comme tu le dis, il est très efficace, et tu sens tout le talent de Polanski qui s'exprime vraiment, mais étrangement, j'ai trouvé le film peut-être trop appliqué en fait. C'est-à-dire que c'est clairement un film qui est fait pour plaire au public américain, j'ai envie de dire. Et c'est pas un hasard si tu prends Adrien Brody et tous ces acteurs-là pour le faire, et pas des acteurs un peu plus, je dirais, locaux, quoi. Et c'est très étrange parce que du coup, malgré le sujet, malgré certaines séquences choc, enfin. Je trouve que il y a une certaine distance qui se crée avec cette espèce de forme qui est un peu scolaire en fait. Enfin, c'est très étrange parce que du coup, pour un film qui touche autant le destin de Polanski, alors que effectivement il n'était pas directement à Varsovie, mais bon, globalement, mais il a perdu sa mère dans le ghetto, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fui le ghetto. Voilà. Et donc globalement les parallèles sont évidents, et puis voilà. Mais j'ai trouvé ça assez finalement pas aussi pas aussi personnel que ça devrait. Il y a une certaine distance dans ce film là que je trouve vraiment étrange. Il y a clairement une distance, ouais. T'as mis et vraiment très étrange, trop appliqué. J'ai l'impression que Polanski se disait, enfin c'est vraiment le film où quand tu le regardes il te donne l'impression de dire il faut que je fasse un grand film. Enfin tu vois, c'est genre c'est pas un grand film c'est pas un film qui devient un grand film par la force de son cinéma. C'est un film qui a conscience par avance de devoir être un grand film, tu vois ce que je veux dire, et qui du coup est un peu paralysé sur pas mal de choses, par les enjeux, ouais, par ses propres enjeux, par la production, par la reconstitution, et je trouve que ça prend pas comme ça de vrai. Enfin, je suis resté vraiment bizarrement en tout cas trop en dehors pour un sujet comme ça, et pourtant il y a des moments très très forts, etc. Mais globalement, voilà, c'est un film qui met trop de distance, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je me suis senti trop en dehors. Voilà. Je crois qu'on avait parlé de Polanski. Alors déjà, juste pour dire, tout le thème polémique de Polanski, on l'a déjà bien abordé oui, sur la 9e porte. Et je crois que c'était la 9e porte qu'on a vu. Ouais. Il me semble que c'était sur la 9e porte. On avait dit globalement le fond de notre pensée. Le fond de notre pensée sur son arc de carrière. Voilà, sur son arc de carrière et sur le scandale en fait. Tout à fait. Et on a clairement délimité un moment dans sa carrière où tout d'un coup c'est juste au moment de l'assassinat de Sharon Tate, clairement son cinéma a changé, et je suis d'accord avec toi. Je pense que avec le pianiste, c'est le moment où il s'est dit il faut que je fasse le film que j'aurais dû faire, et qu'il faut que je rattrape un peu une part de ma juste de sa réputation en fait. Oui, c'était une sorte de devoir, enfin en tout cas il sentait qu'il était en position par son histoire et même par sa place au sein du cinéma mondial. Faut quand même rappeler quand même que Polanski c'est un très grand metteur en scène en tant
que talent pur. Je pense que ouais, c'est vraiment ça. Il s'est rappelé, il fallait qu'à un moment donné il sorte ce film-là et qu'il essaye vraiment de toucher tout le monde, quoi. Et bizarrement, je trouve le film très trop distant, trop. Je dirais pas frileux, mais quelque part si. Enfin, il y a vraiment. C'est un peu paralysé par lui-même, quoi. Oui, c'est presque le sujet. Le sujet, les acteurs, tout est très bien. Et dans l'absolu, je te dirais, je préfère ça à Pirate. Mais non, moi, justement, j'hésite pas. Je préfère regarder Pirate. Mais le problème, c'est que c'est le sujet qui t'impose cette préférence plus que le film. Plus que le film. Ouais, et c'est pour ça que j'inverse la phrase. C'est au contraire, en fait, je crois que je préférais regarder Pirate que celui-là. Moi, dans la carrière de Polanski, Pirate, pour moi, c'est un film ultra important, quoi. C'est son meilleur film mineur. Mais pour moi, c'est la marque d'un grand réalisateur qui fait un film. Un film sur lequel t'attends pas finalement pas grand chose, quoi. Un film récréatif. Ça fait un film récréatif et en fait il déborde de folie, quoi. Et là justement ça ne déborde pas, Le Pianiste. Ah ben non, mais en même temps tu as pas beaucoup de marge. Non, t'as pas beaucoup de marge, mais même, enfin je veux dire, même pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde, parce que pour le coup tout le monde l'a vu, bon presque, La Liste de Schindler, je trouve que Spielberg a plus d'inspiration. Et alors parfois, on l'a dit, il y a des moments où on a mis Schindler List, je crois. Hein. Oui, on en a parlé. Ouais. Et parfois, il y a des moments qui, mais je trouve qu'il y a plus d'inspiration, plus de pulsion créatrice libérée par le sujet que dans Le Pianiste, qui est au contraire, la pulsion créatrice est un peu réfrénée, quoi. Et parfois, justement, Spielberg se plante ou il va dans des directions, mais au moins il a une envie, enfin il y a quelque chose qui l'anime, quoi. Oui, il y a quelque chose qui l'anime, il y a quelque chose dans sa mise en scène qui pousse en tant que projet de cinéma au-delà du devoir de mémoire, en fait. Schindler List, 25e de la liste des années 90. Voilà. Entre Eyes Wide Shut et La Haine, ce qui est... C'est pas une mauvaise place, hein. Ouais. Et juste au-dessous de Tout sur ma mère et Ghost Dogs. Donc, tu vois, ouais, on est bien, quoi. Il est plutôt bien classé, quand même. Où est-ce qu'on va classer Le Pianiste ? En sachant qu'on a commencé hardcore, quand même. Hein, genre, on a commencé par un film, putain. Oui, c'est un peu la joie de vivre. Hein. Je crois que c'est la thématique de cette émission. Non, t'inquiète pas. La dernière fois, c'était Dieu et Jésus-Christ, tu te rappelles ? Oui, mais t'inquiète pas, ça va se dégrader. Alors, cet épisode va se dégrader. Tu vas voir. Où est-ce qu'on le met ? Moi, ouais, c'est un film. J'ai un rapport vraiment très compliqué. Enfin, pas... Tu vois, le problème, c'est que dans l'absolu, je le mettrais au-dessous de printemps, été, automne, hiver, printemps. Mais en fait, je regarde aussi les autres films et je préfère... Je le mets juste au-dessus de Black Book, pour moi. Ah, attends, Black Book... 55e. Écoute, oui. Donc, sous Tropic Thunder, faut quand même faut quand même le dire. Sous Tropic Thunder, ouais. Voilà. Alors, on va encore recevoir des courriers. Non, on reçoit pas tant de courriers. Non, mais c'est marrant parce que comme c'est un film qui est tellement important d'un point de vue moral, en fait, c'est ça. Il a un peu ce statut d'œuvre un peu intouchable. Ah non, par le sujet qu'il aborde. Et enfin, moi, je sais que c'est un film. C'est dur de mettre le doigt sur ce qui va pas parce que même temps, en tant que spectateur, t'es tétanisé par certains moments et par ce qu'il te raconte aussi. Enfin, tu vois, ça. On a eu quelques commentaires pas dans le forum, mais dans les commentaires de l'émission, qui nous a dit parfois vous mettez un regard moral sur le cinéma, et je pense particulièrement à Irréversible, je crois que c'était. Oui, Irréversible, ouais, tout à fait. Et je suis désolé, moi je peux pas enlever le regard moral du cinéma pur, sinon objectivement, tu vois, Batman v Superman, c'est mieux réalisé que Le Pacte des loups, alors que je préfère regarder 10 000 fois plus Le Pacte des loups que Batman v Superman. Non mais de toute façon, c'est ce que j'en avais d'ailleurs discuté avec l'auditeur. D'ailleurs, je tiens aussi au passage à signaler, encore une fois, vraiment nos auditeurs, quand ils interviennent et qui nous posent des questions, qui rebondissent ou qui nous interpellent, à chaque fois c'est vraiment intéressant, en fait. On n'a pas de gros trolls débiles. Non, on n'a pas de trolls débiles. On n'en veut pas, mais genre c'est vraiment la bonne surprise. En même temps, on a leurs adresses. Et je te remercie d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un remerciement personnel. Je te remercie de t'en occuper un petit peu parce que ces derniers temps, tu sais que je suis en train de préparer. Je suis en train de terminer un livre et genre écrire en plus mais très compliqué pour moi. Donc voilà, mais du coup, voilà, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, globalement, en tout cas, moi, un des rares axiomes que j'ai à propos de cinéma, parce que j'en ai pas beaucoup, mais c'est que globalement tout film est politique. Ah oui, bien sûr, il y a une prise de position.
quelle que soit l'échelle, que ce soit conscient, inconscient, que ce soit mineur, majeur dans l'histoire, pour les personnages, à un moment donné, tu as toujours une dimension politique dans laquelle tu es forcé de te positionner. Tu peux choisir d'en avoir rien à faire, c'est aussi un choix. Mais c'est un choix assumé. C'est jamais neutre, de toute façon. Voilà, c'est ça le... On va voir jusqu'où tu assumes. Voilà. Ah, C'est très mal. Je sais pas quand tu commences comme ça, tu vois, ça me paralyse là. Puisque, oui, paralyse-toi. Le deuxième film est Monsieur Batignolles. Ah oui, oh, Ah oui, on passe de... Alors c'est marrant parce que... Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, et c'est marrant parce que tu me parles de film de guerre, je m'attendais à tout sauf ça, en fait, Attends, le troisième va te surprendre. Oui, non, mais voilà, c'est très, très, très étrange. Mais c'est des films pendant la guerre. Voilà, c'est des films pendant la guerre. Donc Monsieur Batignolles, c'est avec Gérard Jugnot. C'est Gérard Jugnot et Jean-Paul Rouve. Et le petit Jules Citruc à l'époque où Jules Citruc était petit. Oui, c'est vrai, exact. Et faut le dire, Jules Citruc, j'ai honte, mais littéralement, il a joué dans un des films qui me débecte le plus, qui est Moi César, 10 ans et demi, 1m40. Qui est un film de, si je me souviens... C'est Richard Berry, non ? C'est Richard Berry. C'est pas son film le plus personnel, on va dire. Et c'est que des enfants qui parlent avec des bons mots d'adultes. Et les enfants qui parlent avec des bons mots d'adultes, on l'a déjà dit, mais moi, je supporte pas ça. C'est au-dessus de mes moyens. T'as déjà rencontré ma fille ou pas ? Je sais plus. Ah non, mais ta fille, elle parle avec des mots d'adultes, mais parce que... Elle est super intelligente. Oui, c'est pas genre un putain d'auteur, genre un ersatz des Guignols de l'info qui lui a dit dis ça parce que t'auras l'air cool. Non, mais c'est pas Juno, ta fille. Moi César, effectivement, il y a un gros problème d'écriture dans celui-là, ça je suis d'accord. Et dans celui-là, c'est un film écrit par Gérard Jugnot. Et même réalisé, il me semble. Réalisé, c'est production Dominique Farrugia. Et ça se passe pendant l'occupation, puisque Gérard Jugnot a quand même une facilité à incarner les gens pendant la période de l'occupation, puisque quand il met sa moustache de collabo, en fait. Non, mais en fait, c'est ça. Non, c'est vrai que d'un point de vue casting brut, Gérard Jugnot en Monsieur Tout le Monde des années de la collaboration, c'est vraiment le physique que t'attends en fait. Voilà, il a ce tu vois, c'est pas pour rien qu'il a joué Pinot simple flic. C'est que c'est vraiment il a ce physique du français moyen en fait, Gérard Jugnot. Et c'est sa grande force. Enfin, dans ses meilleurs rôles, c'est ce qui fait sa grande force aussi. Oui, même dans ses réalisations, Une époque formidable, qui est peut-être son meilleur film, on va dire. Enfin, je pense pas m'engager. Je me rappelle plus tout ce qu'il a fait, mais non, mais genre il a fait Casque bleu. Enfin, tu vois, il a fait. Et il a fait Casque bleu. C'est vrai. Tu vois, c'est pas sans peur et sans reproche. Tu vois, il avait fait, je crois. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, meilleur espoir féminin. Il a eu le nez creux quand même. Oui, c'est vrai. Bah oui, au niveau du casting. Avec Bérénice Bejo, jeune. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Mais voilà, donc Monsieur Batignolles, donc c'est l'histoire d'un petit enfant juif qui est recueilli, un peu bon gré mal gré par un je crois qu'il est boucher charcutier, je crois que c'est ça, ou un truc comme ça. C'est ça aussi, c'est qu'il a une tête à être boucher charcutier pendant l'occupation en fait. Oui, il vraiment, c'est le physique, c'est vraiment le physique banal quoi. Et parce que voilà, c'est un espèce de français moyen de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas collabo, mais il n'est pas résistant, tu vois. Les Allemands sont là, bon, tant pis, mais on fait avec. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment cette France qui ne sait pas se positionner, ou en tout cas qui n'a pas besoin de le faire parce que il n'est pas combattant non plus, tu vois. Enfin voilà, il vit avec quoi. Et du coup, il va recueillir un peu par la force du destin ce jeune enfant juif, et évidemment. Les sentiments aidants, il va l'aider, et puis il va se trouver une âme de résistant quoi. Et c'est plein de bons sentiments. Je sais pas où je le place sur l'échelle de bons sentiments français. Je trouve ça mieux que les Christophe Baratier. C'est Christophe Baratier les autres trucs de bons sentiments là. Oui, sans doute, oui. Alors là, tu vois les trucs Monsieur Noël, Joyeux Noël sur la ligne Maginot. Oui, c'était Christophe Baratier, ça ? Je crois que c'était Baratier. Ah, possible. Oui, il a fait c'est les choristes. Oui, d'accord, ok. Voilà. Oui, d'accord, ok, ouais, tout à fait. Je veux pas lui attribuer trop, mais je suis persuadé que. Oui, en tout
en tout cas sur cette école de mise Ah en non, scène non, non, française. voilà. Il a pas fait Joyeux Noël. Il a fait Les Choristes, il a fait Faubourg 36. Ah, oui, exact, Faubourg 36. C'est aussi avec Junio d'ailleurs, Faubourg 36. Ouais. Ah oui, bah oui. Oui, c'est. Oui. Et tandis que Joyeux Noël est réalisé par Christophe Carion. D'accord, ok. Un film que je déteste. Hein. Ah, moi je le déteste pas, mais bon. Mais bon, toi, Danny On Boone, n'en est pas là. Danny Boone qui meurt au ralenti, Bah, tu sais, abattu par les balles allemandes, ça c'est un peu ton. Un film avec des Allemands gentils, tu sais, forcément, moi j'ai toujours de la tendresse. C'est un peu ton kink. Hein. Danny Boone. Bon, donc revenons à Monsieur Batignolles, du coup. Batignolles. Putain, on va digresse jamais, beaucoup. On va jamais finir. On est à 30 minutes d'émission. Mais non, le mieux c'est qu'à la fin tu vas m'accuser moi. Oui, bien sûr, je vais t'accuser toi. Non mais voilà, alors que j'y suis pour rien, c'est toi. Mais attends, c'est toi, on tu fait viens des sur films sur Christophe l'occupation. Baratier, Il est temps que tu portes un peu le chapeau. Oui, c'est vrai. Allez, où est-ce qu'on va mettre enfin, d'abord, quel est ton sentiment en fait? Non mais parce que moi j'ai dit, je le trouve mieux que tous les Carillon et les Baratier, quoi. Bah écoute, moi je trouve, enfin vraiment c'est un film, comme j'ai dit, c'est réalisé par Gérard Jugnot, ça suffit déjà à situer le film en matière d'ambition artistique. Et c'est plein de bons sentiments. Et je trouve que et attends, t'es Jean-Paul parce Roux, que c'est un de ceux qui s'en sortent le mieux. Hein, ouais, je trouve ça quand même très très plat. Alors, par contre, Jean-Paul Rouve en collabo, c'est une idée grandiose. Je pense que c'est le rôle de sa life. C'est le rôle de sa life. Il lui reste plus qu'à se laisser pousser la moustache, comme Gérard Jugnot et c'est son fils. Ça là, il est vraiment très très bon là-dedans. Non mais c'est un film voilà qui est plein de bons. Surtout en fait, ça fait partie de ces films un peu bizarre qui essaie de réhabiliter le français moyen de ces années-là, alors que finalement, c'est un peu cette mode à un moment donné, genre avec les films, tous les Français étaient résistants, à un moment donné à leur façon, tu sais. Ouais, alors ils ont tous du bon sentiment, enfin voilà. Alors que bon, je pense pas qu'on puisse situer vraiment les choses. C'est bizarre, hein, sur cet angle-là. De reflux, puisque en fait, la France tous résistants, c'était les années 50, c'était les années de Gaulle, quoi. Oui, c'était. On faisait tabula rasa et boum, ça, là, voilà, d'un coup... C'est ça, mais c'est toujours pareil, c'est que à un moment donné, tu regardes, t'as toujours à un moment donné une certaine frange d'une façon de penser qui finit par revenir à un moment donné, voilà, donc... Mais ça c'est un sentiment un peu étrange, mais... Voilà, enfin, c'est vraiment un film que j'ai trouvé assez inoffensif, voilà. C'est son... Au moins ça chante pas, c'est pas les choristes. C'est son milieu, moi ça chante pas. Voilà, au moins ça ne chante pas. Donc quoi qu'il arrive, il sera au-dessus de Moulin Rouge. Voilà. Non mais tu vois, mais je veux dire, moi, étant môme, j'étais excessivement marqué par Au revoir les enfants de Louis Malle. Et genre aujourd'hui, je n'arrive plus à voir un film avec des enfants juifs qui sont persécutés et tentés d'être sauvés autrement que par ce prisme-là. Et là, on est vraiment dans la catégorie. Louis Malle avait complètement capté. Il a tué le game. Et là, vraiment, c'est vraiment c'est les films TF1. Je crois qu'on a le titre. Louis Malle a tué le game. Ouais, Louis Malle a tué le game. Non, mais vraiment. Voilà. Là, on est vraiment dans la catégorie du film TF1 du dimanche soir qui passe le truc, qui te fait sentir bien, qui te fait pas réfléchir et qui va jamais te. Et puis qui va jamais gratter. Te poser de questions, tu vois. Alors Black Book, il est culturel, on en a parlé du sac de nazi, mais Black Book est un peu plus... Black Book est beaucoup plus ambigu et punchy, j'ai envie de dire. Ouais, et puis il va gratter sur des trucs, parce que là j'ai parlé de Jean-Paul Rouve, que je trouve vraiment excellent dans le film, mais en fait son personnage, dès la première scène, tu sais qu'il est collabo et tu sais qu'il le restera jusqu'à la fin du film. Donc t'as aucune ambiguïté, c'est vraiment très dichotomique. Ah, c'est pas pas le Mononoke de Gérard Jugnot, ça c'est sûr. C'est pas une honte absolue, mais vraiment c'est un film. Voilà. Où est-ce qu'on va le mettre? Moi, j'ai une petite idée, mais je veux que tu te lances. Déjà, où est-ce qu'on a mis les choristes? Ça m'intéresse vraiment, en fait, comme question. Parce qu'on les... sur ton chemin. C'est ça que tu voulais. Tu voulais que je te chante ça. Exactement. C'est au-dessus des choristes pour moi. Oui, bien sûr. Pour moi aussi, ça reste au-dessus des choristes. Écoute, je vois Lady Killers, Shanghai Kid, Final Fantasy Spirit Within et Terminal. Je trouve que c'est un... Moi, je le mettrais juste en dessous d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est ta phrase clé. Mais tu le mets au-dessus de Lady Killers? Je pense que je préfère regarder Lady Killers quand même. Le problème, c'est que Lady Killers...
en fait, il y a tellement de potentiel gâché dedans que c'est un film qui moi, mérite. la tête de Tom Hanks m'éclate beaucoup plus à regarder que 1h30 de Gérard Jugnot. Bon, écoute, on va pas se battre pour ça, mais on va pas se battre pour ça. En dessous de Lady Killers, au-dessus de Shanghai Kid, c'est très bien. Mon argument se tient quand même. Genre, je préfère regarder Tom Hanks, quoi. Et les autres acteurs. Mais imagine ce que ça aurait donné Gérard Jugnot qui incarne le rôle du commissaire dans Da Vinci Code. Ah putain. Le film aurait une toute autre dimension. Alors est-ce que t'es prêt à un nouveau film de guerre, le dernier de cette liste? T'es chaud? Mais j'ai peur maintenant, j'ai vraiment peur. T'es chaud? C'est Troy. Oh non, pourquoi tu fais ça? Ah non. Non mais les gars, quand vous envoyez des listes, je sais pas, faites gaffe à ce que vous faites. Vous avez pas le droit. Alors Troy. Donc il raconte de Wolfgang Petersen. De Wolfgang Petersen, un film qui dure 2 éternités et demie environ. Attends, et le director's cut, il dure facile 3 heures. C'est la guerre de Troie, post-Seigneur des Anneaux, parce qu'il faut bien le replacer là-dedans, c'est très important. Et post-Gladiator aussi. Et post-Gladiator, c'est-à-dire que ça a cartonné. Les mecs, on va faire comme ça, il faut que ce soit interminable et que ça rappelle Gladiator. Voilà, c'est la ligne directrice de ce film-là. Film collégial avec notamment Eric Bana, que je ne me lasserai pas de citer. Je pense que c'est son meilleur rôle d'action, hein, je pense. Et en plus, Eric Bana a peut-être le meilleur personnage du film. Sa scène à lui, et là, c'est la seule scène du film. Bon, manque de peau, elle est au milieu. Bon, littéralement, elle est au milieu du film. Faut le dire, pour moi, c'est une des scènes d'action d'un film hollywoodien les plus sous-évaluées, et je dis ça en rigolant, mais on voit presque pas que Brad Pitt fait du trampoline. Oui, avec des armes et tout. C'est un duel entre Achille et Hector. Oui, bah c'est le duel entre Achille et Hector. Ouais. Enfin, c'est pour ceux qui ont lu l'Iliade, voilà, parce que c'est dans l'Iliade. Ceux qui ont lu l'Iliade, c'est vraiment un moment hyper fort et très symbolique, parce que en fait, c'est à travers le duel de ces deux entités fortes, ça résume en fait tout ce qui va se passer par la suite. Et si tu connais l'histoire, c'est génial, parce que tu vois Hector qui sort, Eric Bana, et tu sais que ça va être mal pour lui. Oui, tu sais que ça va être la merde. Donc voilà, et en face, il y a Brad Pitt qui en a strictement rien à branler. Je pense que même dans World War Z, il est plus impliqué que dans 3. À ce stade-là, c'est hallucinant. Ah non, je suis désolé, dans son combat, quand il saute sur son trampoline pour donner des coups d'épée, coups de lance. Ouais, franchement, regarde ce combat, re-regarde-toi ce combat. Je trouve qu'il est incroyable par rapport au reste du film. C'est genre, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Non mais les acteurs le reste du temps, t'as l'impression qu'il va se tourner à un moment donné vers la caméra et faire. Vraiment, il se fait chier. Il y a un truc qu'il faut dire avec ce film, avec Troy, c'est Hollywood qui s'est dit, ok, on va refaire, l'Iliade, un livre immortel s'il en est. Oui, un livre qui genre a inspiré 2-3 œuvres à travers l'histoire. Hein. Oui, on va faire l'Iliade, mais virez-moi ces histoires de Dieu, tout ça, tous ces trucs nuls. C'est là où c'est complètement ouf. En plus, c'est même pas ça. C'est-à-dire que virez-moi tout ça. Virez-moi tous les dieux, mais laissez-les quand même dans un coin. On sait jamais. Et ce qui fait que, en fait, globalement, d'un point de vue pratique, oui, des types qui trouvent un cheval en bois géant devant eux et qu'il faut rentrer dans leur cité, ça n'a aucun sens. Mais vraiment. Ah oui. Alors, il faut qu'on en parle. Il faut que j'en parle. Attends, laisse-moi en parler. Il faut qu'on en parle. C'est ça. C'est-à-dire que c'est Sean Bean qui joue Ulysse. C'est Sean Bean. C'est Sean Bean qui joue Ulysse. Et il y a un mec qui est en train de tailler un jouet pour son gamin au bord du feu. Et il le regarde, il fait. Quelle bonne idée. Non, mais voilà. C'est en fait, là, dans le film, ça se passe littéralement comme ça. C'est-à-dire que tu as des types qui sont en guerre, qui subissent un siège depuis des mois, et du jour au lendemain, l'armée en face est partie, ils retrouvent un immense cheval de bois, ils se disent « Putain, trop cool, on va faire rentrer !» Tu dis, mais ils sont complètement teubés. Tout ça parce qu'effectivement, ils ont retiré toute la partie mythologique de l'histoire, et si tu relis l'Iliade, c'est parce que
il y a les dieux et que les hommes ont un rapport vraiment très étroit Au culte. au culte et aux dieux, et que même les dieux, en fait, en gros, les dieux, en fait, dans l'Iliade, les dieux se font la guerre par héros interposés. En fait. Achille est un demi-dieu déjà. Achille est un demi-dieu et Hector est soutenu par un dieu, Achille par un autre, et en fait l'histoire se joue sur ces deux tableaux-là. Enfin, c'est super important, et du coup le rapport au culte est super important parce que du coup dans l'Iliade, si les Troyens acceptent le cheval, c'est parce que ils sont persuadés, ils sont convaincus que c'est un don des dieux pour avoir triomphé des armées ennemies, en fait. Et du coup, là, enfin, il y a toute une logique, la façon dont les dieux sont imbriqués dans l'histoire, enfin, ça fait sens. Là, dans le film de Von Person, ça n'a aucun sens. Il se passe juste pour des abrutis de première. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tchic. Non mais c'est comme si bonne idée. C'est comme, je sais pas, si dans Band of Brothers à un moment donné t'as un mec qui se balade et fait oh une mine, je vais appuyer, mettre le doigt dessus, voir ce qui se passe. Voilà, c'est littéralement ça quoi. Oh là là, mais alors ouais, voilà, le problème c'est que ce film est presque réjouissant parce qu'il est tellement crasse-pec. Il est tellement premier degré avec son histoire que ça n'a plus aucun intérêt. Quand t'enlèves les dieux de l'Iliade et de l'Odyssée, ça ne rime à rien. Oui, ça ne rime à rien. Bah oui, ça n'a plus aucun sens. Enfin, genre tu dis, mais ils sont cons, les mecs, ils sont littéralement idiots. Et alors, on vous a pas. Pour ceux qui ne sont pas, qui connaissent pas trop l'Iliade, il faut savoir que cette guerre est déclenchée parce que Hélène est enlevée, donc. Est enlevée par Paris. Et donc Hélène, qui est jouée par Diane Kruger. Donc il faut admettre. Au top de son game, Diane Kruger. Et non mais ça beau couple, hein, Diane Kruger et Orlando Bloom. Je pense que à eux deux, ils ont une gamme d'expressions dans ce film qui est époustouflante. J'attendais que tu prononces son nom, Orlando Bloom, qui joue Paris. C'est Imagine le regard vide d'Orlando Bloom qui se plonge dans le regard vide de Diane Kruger. Tu sais, c'est un côté un peu Terrence Malick, tu vois. Genre dans Tree of Life, quand à un moment donné ils partent sur les dinosaures, sur la création de l'univers, c'est un peu ça. Le vide tombe dans le vide et ça fait un voilà. C'est une certaine ivresse du vide, ouais. C'est une certaine ivresse du vide, littéralement. Et il faut qu'on le dise aussi. Alors, on parle de ce couple qui est censé déclencher la guerre. Oui. Donc il faut vu qu'il y a pas les dieux. Tu es censé admettre que ça, c'est la seule raison pour laquelle ils font la guerre. Exactement. Que la guerre, c'est Orlando Bloom qui a piqué Ingo. Et que le mec... qui a kidnappé Ingo, pardon. Et que littéralement, son père va déplacer toute son armée sur un océan entier pour aller la récupérer, quoi. Heureusement qu'il y a Sean Bean. Et ce dont j'ai pas parlé, et ça me tient à cœur, c'est aussi parce que dans ce nanar, puisque c'est un nanar, mais c'est un nanar cosmogonique, c'est un nanar qui a presque... Un nanar à 200 millions de dollars. Presque 200 patates. Presque 200 000. Enfin, genre, c'est complètement fou ce projet. Et que personne n'a relu le projet. Fois plus, c'est incroyable. Non mais comme dit, c'était vraiment calibré. Le Seigneur des Anneaux, c'est quoi, c'est 2004 je crois, un truc comme ça. La trilogie de Seigneur des Anneaux venait de se finir. On était en manque de gladiateurs. Il y avait Brad Pitt. Voilà, genre tous les voyants étaient ouverts. C'était sûr que ça allait cartonner. Alors il faut que je te dise un truc. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la beauté d'une actrice et pas forcément celle que tu pourrais penser. C'est pas celle pour laquelle on a fait la guerre. Il y a Rose Byrne. Mais évidemment. Alors, je vais te dire... Arrêtons-nous 5 minutes. Voilà. Oui, 5 minutes. Stop, pause. Sur Rose Byrne. Voilà. Rose Byrne, elle est en scène littéralement post-coïtale avec Brad Pitt, puisque Brad Pitt, elle est l'esclave sexuelle de Brad Pitt. Voilà. Alors, messieurs, dames, imaginez, enfin, le contexte, quoi. On a Brad Pitt qui est quand même un des turbo beaux gosses d'Hollywood, sans doute un des hommes les plus beaux du cinéma que le cinéma a nous offrir en 2004. On a Rose Byrne qui est un des plus grands talents d'actrice et en même temps de beauté canonique. Ouais, vraiment il se passe un truc extraordinaire à l'écran, une alchimie. Alors, quand il est avec elle, tout d'un coup, le film s'illumine. C'est incroyable ce qui se passe quand ils sont tous les deux. Et quand j'ai vu Rose Byrne, j'ai dit... Ah là, cette fille, elle va faire une carrière extraordinaire. Pourtant, oui. Son rôle n'était pas. Enfin, elle joue quand même un petit rôle, quoi. Elle joue littéralement son esclave sexuel. C'est ça. C'est vraiment de 10 minutes, quoi, pendant le film. C'est vraiment pas un personnage central ou quoi que ce soit, bien sûr. Ouais. Mais oui, elle est là pour que Brad Pitt ait ses scènes de torse-poil, quoi. Voilà, et justement, et pareil, enfin, Rose Byrne, c'est un talent immense et c'est une femme
absolument sublime. Enfin, vraiment, et une carrière, comment dire, très très chaotique. Enfin, Chaotique, mais en même temps avec beaucoup de pointes vers le haut, je trouve. Non, mais elle a eu des très bons moments d'acting, des très bons moments de film. Voilà, je ne les citerai pas, on les citera sans doute quand ça viendra. Mais elle a jamais été ça n'a jamais été une Kirsten Dunst en termes de renommée, de locomotive. Non, Ça n'a jamais été ça. Enfin, on la retrouve dans Prédiction avec Nicolas Cage. C'est la femme de Seth Rogen dans Neighbors, quoi. Ah, mais j'ai pas vu celui-là, tu vois. C'est la nana bitchy dans Bridesmaids, tu vois, donc. C'est la meuf qui est amoureuse de Xavier dans. C'est Moira, c'est évidemment. X-Men First Class. C'est Moira McTaggart. Voilà, enfin, et voilà, enfin, du coup, je trouve qu'elle a jamais eu la carrière qu'elle méritait. Et vraiment. elle a un grand talent comique, puisque je sais pas si t'as vu Spy, mais Spy, c'est la meilleure comédie avec Jason Statham de tous les temps. Ah bon, c'est pas Expendables 3 la meilleure comédie avec Jason Statham de tous les temps? Ah non, écoute, regarde Spy, fais-toi plaisir. Alors, non, mais la dernière fois que tu m'as recommandé une comédie américaine, Damien, ça s'est Daniel, ça s'est très mal terminé. J'ai très mal le prendre. Non, vraiment, Spy est vraiment hilarant. Ok. Non, mais attends, toi, t'aimes le cinéma. Laisse-toi tenter par parfois ce que je te recommande. Je fais pareil de mon côté. Non, mais le pire, c'est que je les vois, les trucs. Et en plus, il faut vous dire un truc, puisque pour pas qu'on ait l'air de se disputer, on a vu un film ensemble chez moi. On a vu The Replicant. Oui, on a vu The en Replicant. Blu-ray qui vient ou va sortir. En Blu-ray Director's Cut. Enfin, en tout cas, version longue. Ouais, et alors, je peux dire qu'on a pris notre panard. Donc voilà, est-ce que ce film, avec tous ses à côté intéressants, où est-ce qu'on va le mettre? Honnêtement, en sachant que c'est un nanar. 3, ça peut, enfin, ça va, enfin, vraiment, c'est long, c'est chiant, c'est prétentieux et c'est ridicule. C'est ridicule de bout en bout, quoi. Qu'est-ce qui est venu foutre là, Wolfgang Peterson? Je sais pas, il a besoin de pognon aussi, lui, je pense. Hein, c'est pas possible autrement. Bah, tu sais, à un moment, je pense que ça, c'est le genre de projet, tu sais, qu'on attache à un réalisateur et puis, tu sais, ça se passe de main en main. Oui, je pense que mais attends, ça, ouais. Qu'est-ce qui est venu faire là, Peter O'Toole? Oui, c'est vrai qu'il y a Peter O'Toole dedans. Il y a putain de Peter O'Toole dedans. Ouais, non, mais il y a un casting complètement. En plus, il y a un casting vraiment complètement mal. Il y a Brian Cox aussi dans mon souvenir. Il fait Agamemnon. Oui, ouais. Bref. Et Peter O'Toole, il fait Priam, il fait le père de Paris. Ouais, je ne sais pas, écoute. Je ne sais pas. Je sais pas, il s'est passé un truc en 2004. C'était 3. Où est-ce qu'on va mettre 3 Est-ce que tu préfères regarder les Vrais pour Pro 2 ou 3? Tu vois, moi je te balance cash comme ça là. Moi je te dis, je préfère regarder. J'aime bien Romeo quand tu me mets à Die. l'épreuve et que c'est pour une fois que c'est toi et pas moi. Ouais, moi je te le dis, je préfère regarder Romeo Must Die que Troy. Vraiment. Je le mettrais quand même au-dessus de Taxi 2. Oui, d'accord, très bien. 3, au-dessus de Taxi 2. Ouf, on l'a échappé belle. Ah, j'ai envie de te dire, putain, on a... Qu'est-ce qu'on a causé là sur... On a fait 3 films là. Oui, mais il y avait plein de choses à dire. Et putain, nous... Et en plus, on parle avec le cœur. Nous, c'est pas le putain de wiki, quoi. Putain, mais tu m'as désarçonné. Qu'est-ce qu'on va faire comme autre liste là? Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire comme autre liste? C'est toi qui as choisi, merde. C'est ton boulot. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une liste d'amis, j'ai envie de te dire. Et c'est une liste qui nous est envoyée par un certain Greg. Ah, jamais entendu parler. Il est sympa? Je crois pas. Bah, hein. Il est en train de nous écouter en faisant sa gym. Hein. Est-ce qu'on va encore dire du mal de Star Wars? Comme ça, on est sûr qu'il écoute plus. Tu vois. Alors non, mais on va dire du mal. Parce que c'est une liste qui s'appelle « Je veux la dernière place ». Oh, putain. Il veut nous mettre à l'épreuve. Et le premier film de sa liste est Le Raid. Le Raid, celui avec... de Jamel Ben Salah. Le Raid, avec que des nouvelles stars montantes, à savoir Laurent Deutsch, Roche Dizem, il y a qui il y a Hélène Fougerolles. Il y a Julien Courbet aussi. Il y a Julien Courbet qui a pas disparu. Pas le présentateur, l'autre. Oui, Courbet avec un Y. Il y a Junio dedans. Il y a Junio qui joue dedans. Ouais, il fait un petit rôle, mais parce qu'il est pas dans le raid. Oui, c'est ça, oui. Il y a Atman Khelif, donc vraiment, c'est la nouvelle garde de tous des talents un peu entre Made in Canal et voilà. Oui, c'est ça, bah c'est un peu la nouvelle vague du cinéma français à sa façon, quoi. Et c'est un film qui a coûté une blindissime.
Oui, Parce c'était qu'ils sont allés sur place, ils ont fait. Alors ils sont allés sur place. Pour restituer le pitch un peu, c'est. Oui, voilà. On fait le Voilà, pitch. c'est parce que avant c'est l'histoire de comment ça s'appelle. Alors je sais plus le contexte. Ils sont une histoire de mafia. Je sais Non, plus je ce crois que c'est. Ou de pognon, je sais ils sont. On les prend pour des tueurs à gages, je crois. Oui, c'est ça, je sais plus, une histoire comme ça. Il y a une espèce de micmac qui se crée. Ouais. Où, globalement, les types. C'est un quiproquo. Hein, ouais. C'est un quiproquo, voilà. Se retrouvent en fait à faire un raid. Voilà. Un raid aventure, hein, avec canyoning, avec escalade, avec tout ce que tu veux. Et du coup, à travers le monde. Et forcément, là, comme on dit, il y a une espèce de quiproquo sur leur identité parce qu'on les prend pour des espèces de, je sais plus, c'est pour des assassins ou je sais pas quoi. Et ils vont se faire traquer par moult milices. Ouais, ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis par moult milices et voilà. Et t'as un espèce d'aspect d'aspect on va explorer le monde de façon Koh-Lanta un peu. Ça existait déjà Koh-Lanta ou pas? Je sais plus. Non, pas en 4. Pas encore. Ah, quoique, attends. Je ne regarde pas la télévision, donc je ne peux pas te dire. 2002, ouais, Koh-Lanta, c'est 2004, je crois. Écoute, c'est censé être ton domaine, ça. Ouais, mais attends, je suis en pause de Koh-Lanta. Je regarde même plus quand ça passe. Oh là là. Ah non, ça a commencé en 2001, mais Koh-Lanta a vraiment commencé, on le sait, en 2002, quand Denis Brognard a commencé à présenter. D'accord, ok. Donc voilà. Donc bon, bref, mais t'as vraiment un côté tour du monde, on va s'amuser, puis quiproquo avec de la mafia, des tueurs en série, des hélicoptères, des cascades, voilà, tout le team, quoi. Et comment dire C'est nul à chier. Alors il faut dire que c'est nul à chier et ça a coûté une blinde folle puisque je regarde le budget. C'est pas loin de 18 millions d'euros. À l'époque, on comptait en francs encore. C'était 115 millions de francs. Ouais, parce que en fait, enfin, il y a ce côté qui était très en vogue. Mais on en parlait justement dans Gamer, on en parlait dans évidemment Samouraï. T'as ce côté jeune de banlieue. Qui es-tu? Qui parle vite, qui parle un peu n'importe comment, enfin, t'as vraiment ce côté, voilà, on va draguer du jeune de banlieue et avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir, qu'on revoit dans les deux films que j'ai cités et dans tas d'autres de cette époque. Ils sont montrés comme des abrutis, comme des abrutis finis, et évidemment, enfin tu vois, t'as ce mélange avec cette espèce de fascination pour le crime, enfin genre t'as la totale quoi. C'est des abrutis et en plus c'est presque normal quelque part qu'on les a pris pour des tueurs à gages, enfin. Voilà, donc déjà t'as ce côté-là qui est un peu énervant parce que tu le voyais partout et c'était jamais très brillant. Et puis surtout, mais quel film poussif, quel film qui ne fonctionne jamais. Je veux dire, le dépaysement, enfin comme tu as dit, ils sont partis aux quatre coins du monde pour filmer leur truc. Cite-moi un moment mémorable, un plan juste qui fonctionne, genre. Non, voilà. je déteste ce film et en fait pourquoi il a une telle réputation de nanar, c'est qu'il est presque insultant en fait, dans la mesure où il s'est fait avec énormément de pognon. Et il y a Omar Sy dedans en fait, qui fait ouais, il est à l'époque, c'était pas encore Omar Sy, Mousse Diouf. C'était juste, oui, l'autre moitié d'Omar et Fred. Ouais. Oui, c'était vraiment l'ambiance Canal. Il y a Marina Foïs, tu vois. Oui, mais il joue un casque bleu, non, c'est ouais, ça? Il joue un comme casque ça. bleu, ouais. Oui, c'est ça, exact. Ouais, maintenant que tu le dis, l'autre casque bleu, c'est Mousse Diouf. Enfin, vraiment, c'était vraiment la période un peu copinage en place. Oui, bah c'était un certain cercle, un certain cercle qu'on retrouvait, ouais. Et fatalement, quand ils ont fait 1 million en France, je crois, 1 million d'entrées. Mais 1 million d'entrées, tu rentabilises pas une telle somme, quoi. Oui, puis surtout, ce genre de truc, ça se vend nulle part ailleurs qu'en France. Hein. Oui, voilà, c'est que tout le monde s'en bat les steaks. Tout le monde s'en fout. Hein. Donc, et Jamel Ben Salah a pu faire ce film parce qu'il a eu un succès surprise qui était Le ciel, les oiseaux de ta mère. Voilà. Un film dont on n'a pas encore parlé, mais dont on soulignera la nullité suprême. Mais c'est pas la même décennie, hein, je crois. Oui, c'est 90, c'est les années c'est 99. Il me semble. Et du coup, ça le fait passer un peu pour un... comment dire, pas pour un profiteur, mais tu vois, enfin pour un mec du système qui est dans les rouages du système, et comme il a eu son petit succès, c'est un peu comme quand tu fais un petit film indé et tout d'un coup Marvel t'appelle, quoi. Ouais, mais c'est un peu le copinage du système. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça, parce que le ciel et les oiseaux de ta mère, c'était vraiment un succès. Enfin, c'était la Jamel Mania en fait. Ouais. Et c'était le film Jamel type entre guillemets. Et Jamel Belsala, c'était le mec qui était dans la caméra. Et là en fait, Et il était très rentable en plus. Oui, très très rentable. Genre Donc, par contre pour 1 million de budget, ils ont fait leur million d'entrées quoi. Donc là effectivement, on lui a donné carte blanche et tout. Et juste le raid, on a vu que Jamel Belsala, enfin que ce soit lui ou un autre qui ait fait le ciel et les oiseaux de ta mère, en fait ça changeait rien. Si Le vous type, voulez... il sait pas faire un film quoi. Si vous voulez situer Jamel Ben Salah, on le voit en tant qu'acteur dans le avant-dernier film de notre liste, dans Agathe Cleary. Il joue joue le mec qui joue dans une il est directeur d'une start-up et il accueille tu sais genre nous on n'est pas racistes, nous sommes une start-up, tu sais genre super évolué. Mais quelle escroquerie quoi. Je me rappelle exact. Mais je savais pas que c'était lui, tu vois. Je peux dire que moi je connais sa tête et quand je la vois je fais ah putain, Jamel Ben Salah. Genre même Agathe Cleary nous avait pas épargné ça quoi. Ouais, mais enfin c'est un film pour le coup c'est un film vraiment hystérique, c'est-à-dire que les mecs ils en font des tonnes, ils hurlent, ils crient, ils font des gueules pas possibles et c'est jamais drôle, je sais pas si quelqu'un nous a mis un de ses films suivants des années 2000, mais il a fait Big City. Est-ce que tu te souviens de Big City? C'est le western avec les gamins, c'est ça? C'est le western avec des gamins. Ouais, avec des petites filles de 10 ans qui jouent des putes. Ouais, j'ai vu. Genre, qui a pensé que c'était une bonne idée? Qui, putain, a pensé que c'était une bonne idée? Émile Louis. Ah non, et en plus, par contre, ça a vraiment fait c'était un four, mais... Un four monumental. Un four catastrophique. Et bien mérité, quoi, parce que c'était vraiment... putain, une espèce de... Mais n'avançons pas trop sur la liste. Oui, Daniel, tu dévoiles, tu divulgaches. Enfin, après, j'ai eu mes échos des gens de l'industrie qui m'ont dit que parce que quand t'as les bons copains, quand t'as les bons soutiens, et voilà, c'est comme ça que tu continues à faire des films malgré des fours comme ça, quoi. Alors là, tu m'étonnes vraiment beaucoup. L'histoire du cinéma français a prouvé que ce genre de choses n'arrivait jamais. Jamais. Où est-ce qu'on va mettre The Raid? Et je peux vous dire que ça va sous Samouraï. Ah oui, ça va sous Samouraï. Mais en fait, ça va sous la planète des singes. Ce qui est fou, c'est la façon dont Samouraï remonte dans ce classement, en fait. Ouais, en fait. C'est vraiment complètement incroyable. Samouraï est donc disponible sur YouTube et remis en avant grâce à nous. Et d'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a envoyé une photo du musée des miniatures et du cinéma de Lyon où il y a des assets de Samouraï qui sont conservés comme des reliques. Genre la PlayStation. Voilà. Alors, la question... Qu'est-ce que tu préfères regarder, les Bronzés 3 ou The Raid? Le Raid, pardon, excuse-moi. Oui, parce que The Raid, je le regarde quand tu veux. Oui, The Raid, alors là... J'ai bien entendu, c'est le Raid, voilà. Oui, on ne se passe en Indonésie. Le Raid, putain, entre les... c'est vraiment dur comme choix. Mais je crois que je déteste plus les Bronzés 3, personnellement. Mais après, honnêtement... Tant que c'est sous gamer. Moi, je me mettrais quand même sous les Bronzés 3. Je m'engage. Ouais, moi aussi. Bon, écoute, non, mais moi, je le mettrais aux côtés d'Agathe Cleary. Vas-y, mets-le. Honnêtement. Voilà, il est très bien. Les deux films sont. Je pense qu'ils ne seront jamais désunis. Mais est-ce que. Ouais, je pense qu'Agathe Cleary est encore plus mauvais, ouais. Mais tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Non, on est dans des sphères très proches. Oh là là, putain, un nouveau film vient de rentrer dans le lotière. Attends, mais alors, ce sera peut-être pas le dernier, parce que d'après la thématique de la liste, j'ai l'impression qu'on va encore continuer à taper assez bas. Ouais. Alors, le second film, je me rends compte que je pense que je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Je crois que je l'ai pas vu, donc je vais te laisser responsable. C'est Sexy Boys. Oh putain, attends, Sexy Boys... de Stéphane Kazadjian qui a réalisé Bad Buzz. C'est le film... Alors dis-moi que tu l'as pas vu, et je le regarde... je l'ai vu, merde. et c'était l'espèce de moment où il se faisait l'American Pie à la française, oui. Avec le fameux plat de nouilles plein de sperme. Alors, est-ce que tu m'accorderais le fait de le regarder? Je vais le regarder, j'ai une petite semaine là. Alors Daniel, ouais. Si ça te fait plaisir... Regarde-le, on en parle la prochaine fois. Voilà, parce que alors juste pour tu me donnes un indice. Top tier, ventre mou ou low tier? Alors, je pense que low tier est vraiment une très belle place pour lui.
D'accord, ok, bon, bah, rendez-vous pour le prochaine émission, alors. Voilà, putain, ce teasing. Ah, putain. Mais maintenant, il faut que je le gaule quelque part. Ouais, maintenant, il faut que tu le chopes et surtout mais- que tu le regardes. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi que c'était rigolo, alors j'ai peur. Non. Non. Je vais avoir des tweets genre mais non, ça va être mortel, te laisse pas faire, défends-le, défends son honneur. Et le dernier film de la liste de Greg, c'est un film dont on en a parlé beaucoup, toi et moi, au cours de... Ah merde, déjà. Ouais. Pas au cours de ton séjour. Ah d'accord. C'est Transformers 2. Ah, Il était temps qu'on ait un Transformers. Ah mais oui, le premier Transformers qui... Mais je suis tellement content de pouvoir parler de Transformers et surtout de Transformers 2. Et alors pourquoi on est si heureux de vous parler de Transformers 2 la revanche? C'est que il se trouve que on a regardé le making of de Transformers 2. Voilà, le making of qui a quand même un chapitre entier qui s'appelle le montage commençait à faire du sens. On parle de Transformers 2. Moi j'ai fait un AVC au moment où j'ai vu ça. Hein. Et alors, je serais presque prêt à mettre le making of, à le ranger différemment du film parce que il faut le dire, le making of est d'une puissance stratosphérique comparé au film. Le making of est absolument indispensable. Vraiment, si tu veux comprendre, ce qui s'est passé ces années-là, ce qui s'est passé dans le cinéma américain, l'ultra blockbuster des années 2000. Tu dois voir ce documentaire pour vraiment saisir ce qui s'est passé et ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Vraiment, c'est hallucinant. Il y a eu un moment, et je pense que c'est vraiment entre le moment de Transformers 1 et Transformers 2, la préparation de Transformers 2, où Michael Bay a pété un boulard. Oui, où globalement, Michael Bay a lâché prise. Voilà, il a lâché prise sur à peu près tout. Mais en étant, et ça on l'a vu dans le DVD, alors peut-être qu'il joue la comédie, mais... il était présent à toutes les étapes. Mais alors, je pense que c'est le principal problème, en fait. Il est présent à toutes les étapes de production, mais à toutes. Je pense que c'est le principal problème. En fait, il y a la meilleure anecdote de tout ça. Bon, le pitch, c'est les Transformers, ils sont pas contents, ils se tapent dessus, puis à la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. Voilà. Non, il y a Optimus qui meurt, et à la fin, ça n'a aucune importance, puisque Optimus revient. Spoiler, on n'a rien à branler. Spoiler, voilà. Désolé. Mais il y a un truc il y a qui est génial. il y a un truc qui est génial dans Transformers 2, c'est que c'est un film qui n'a failli pas se faire. Ah oui, oui, Voilà. Vas-y. Chers auditeurs, il faut prendre quelques minutes pour écouter ce que je veux dire parce que c'est vrai. Je veux dire, c'est super cinématique, c'est la vérité ultime, on grave dans le marbre. Et ce que je vais vous dire n'est pas un mensonge, ce n'est pas une invention, c'est une véritable anecdote. Et j'ai moi-même du mal à les croire, ne serait-ce que en la formulant. Bref, Transformers 2, c'est un film qui a failli ne pas se faire. Et pourquoi Transformers 2 a failli ne pas se faire? À cause de la grève des scénaristes. Imaginez qu'un projet comme Transformers 2 a failli être paralysé parce qu'il n'avait pas de scénariste. Non, il a été paralysé. Et oui, et Michael Bay a littéralement pris un carnet et des crayons et a commencé à écrire le scénario tout seul. Et il est parti à la chasse parce qu'il avait désespérément besoin de scénaristes pour faire son film. Et quand on voit le résultat final, je trouve ça épatant. Et alors, il faut le comprendre. On va plus parler du making of en fait. Oui, il a enfermé les scénaristes dans une chambre d'hôtel. Pendant, je sais plus, 4 ou 6 semaines, je sais plus. 2 semaines, hein. Faut pas déconner non plus. Non, je sais plus, mais c'était... Il les a enfermés dans une chambre d'hôtel. Pour écrire 2 semaines à 2 pour écrire le scénario de Transformers 2. C'est juste pour rappeler les chiffres. Hein. Juste à côté, un hôtel à côté de son studio. Et il passait les voir de temps en temps pour leur donner des inputs en disant ça serait bien qu'on fasse un peu plus d'explosions par ici, par là. Et en plus, c'est là qu'on a pu, grâce à ce making-of, découvrir l'humour à froid et vraiment... vraiment l'humour très merci patron de Michael Bay, c'est-à-dire il dit ah là là voilà, en 2 semaines ils ont réussi, mais je vous raconte pas la note du minibar. Voilà. En fait, moi j'ai pensé, je sais pas si tu l'as vu, je crois que le film s'appelle Le Grand Magasin ou quelque chose comme ça, où Lucchini joue le rôle d'Ada. On en a parlé même. Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire le moment où Lucchini regarde son employé et fait j'adore l'humour mais je ris très peu. Et ben Michael Bay c'est ça. C'est-à-dire que il y a une espèce d'ambiance un peu détendue parce que bon ils ont quand même conscience la plupart qu'ils font un film qui ne restera pas dans les annales du média, en tout cas pour sa valeur artistique. Leur but c'est de faire plus d'argent, ils le disent but tout le c'est temps. de faire plus d'argent parce qu'ils te répètent sans arrêt combien de pognon ils ont fait à tel, enfin c'est littéralement une obsession. Et Michael Bay, donc il est dans cette espèce de truc un peu potache et lui tu le sens parfois vraiment très
très en retrait et très gêné finalement. Enfin, genre il a des réactions très étranges. Tu sens qu'il est bien éduqué parce que mais que derrière il est genre ça le gêne certains trucs quoi. Genre à un moment donné il se fait charrier par l'équipe parce qu'il arrive en retard et tu vois sa réaction c'est Tu sens donnez-moi les noms que je les vire. Ouais c'est ça c'est vrai et c'est vraiment et on l'a vu, enfin je sais plus pour quelle conférence, c'était pour Samsung ou quoi que ce soit, où il était venu sur scène et tu sais il avait été paralysé et il a quitté la scène parce qu'il n'arrivait pas à dire son discours en public. Et je pense qu'il doit avoir quelque part un vrai problème relationnel. Et ça se sent tout le long. Il y a une espèce de, pas de malaise, mais de gêne en fait, qui tout le long de lui par rapport aux gens qui travaillent autour de lui. C'est un peu comme s'il avait le succès de George Lucas quand il tourne la nouvelle prélogie, mais en jeune. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. C'est-à-dire ça, il impose un peu genre le malaise. Il y a vraiment une notion de malaise. Il y a vraiment un truc très 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 étrange dans sa relation avec les autres quoi. Et c'est bourré d'anecdotes rigolotes. J'aime bien John Turturro qui dit vous savez les gens disent que Michael Bay il terrorise les gens. Moi j'ai travaillé avec beaucoup d'autres réalisateurs qui vraiment terrorisaient et faisaient souffrir encore plus leur acteur, mais lui dites pas, ça lui ferait trop de peine. Et donc c'est Shia LaBeouf qui repique dans un rôle où il passe son temps à faire non. Mais c'est la matrice d'Uncharted quelque part. Ah complètement à ce stade-là. Avec Megan Fox qui a été littéralement. Mais alors c'est ça qui est assez intéressant et qu'on va le voir quand on va reparler des autres Transformers une décennie plus tard. C'est ces deux acteurs qui ont littéralement été broyés par Michael Bay et par le système hollywoodien. Shia LaBeouf, il a pété un boulard. Megan Fox, elle voulait plus rejouer et finalement elle a rejoue dans les Tortues Ninja. Dans les Tortues Ninja, ouais. Tortues Ninja qui est produit par Michael Bay. Donc c'est un peu le syndrome de Stockholm pour moi à ce niveau-là. Oui, mais c'est elle se faisait traiter de pute chez Michael Bay, littéralement hein, dans le film. Dans les Transformers 3, ils disent t'es plus avec cette pute. Voilà, et puis là, il y a un robot qui fornique avec sa jambe et tout le monde trouve ça cool. Alors voilà, on n'a pas parlé du film lui-même. Non, pas encore. Puisque si tu veux savoir dans mon idéal de film, il y a beaucoup de choses, mais alors il n'y a pas des parents qui amènent leur enfant dans une fac et qui prennent du gâteau à la drogue et qui deviennent complètement hystériques, et ça se termine par une scène où tu vois deux chiens qui baisent. Il y a une scène où ils se font un petit doggy et tu n'as aucun sens, ça n'a aucun sens avec le reste de l'action, c'est juste tu vois une séquence avec les chiens qui baisent. Et je me souviens qu'à l'époque j'ai vu ce film et je suis retourné à mon voisin et je dis on vient de voir deux chiens en train de baiser, quel est le rapport avec l'histoire, d'où sortent ces chiens, d'où sortent ces caniches, ou je sais pourquoi pas pourquoi tu fais ça. Et en fait, il y a un rapport très canin avec la masturbation et la baise, puisque à un moment, il y a le chien robot qui va commencer à se branler sur la jambe de Megan Fox. Et je suis persuadé que ça, c'est un input de Michael Bay. Oui, bien sûr. Et en plus, ce qui est génial, ce qui est de complètement hallucinant, c'est que tout le monde prend ça pour une marque d'affection, y compris elle. C'est-à-dire que c'est normal que quelqu'un vienne se branler contre sa jambe pour lui montrer son affection. Genre, elle est là pour ça, littéralement. Enfin, c'est toute une espèce de schéma de pensée. De toute façon, ils le disent bien dans le making-of. Ils disent le plot de Transformers 1, c'est un mec qui essaie d'avoir la voiture pour choper la meuf. Oui, voilà. C'était l'objectif. C'est le plot de base, c'est ça. Et je pense pas qu'ils l'ont vendu comme ça à Spielberg qui produit le film. Non. Et enfin, là, ils sont complètement partis là-dessus. Et ce film n'a ni queue ni tête. Par contre, il y a juste un truc que je veux souligner, c'est que, à mon sens, il a peut-être l'une des meilleures bastons de tout Transformers, de toute la saga Transformers. C'est la séquence dans la forêt, en fait. Ah oui, celle où Optimus va mourir, justement. Celle où Optimus meurt, en fait. Alors, ce qui est complètement idiot, c'est que c'est désamorcé 1 heure plus tard, parce que Optimus il revient, il fait hey les gars, en fait j'étais pas mort. Non, The Matrix. genre, ok. Oui, on a utilisé le MacGuffin du jour pour le ressusciter. Voilà, donc, mais la séquence, la baston en forêt en elle-même, c'est peut-être le seul moment de mise en scène un poil cohérent de tout l'univers Transformers. Et le reste du temps, c'est quand même de la grave merde. C'est des robots qui parlent avec des accents racistes. Un tantinet d'accents racistes, un petit peu de stéréotype ratio, nous allons dire. Voilà, avec des plans qui se succèdent sans aucune logique à une vitesse stratosphérique. Alors ok, des explosions partout, mais des Decepticons qui n'ont aucune ni queue ni tête.
Oui, les motivations des méchants, puis surtout, genre, je suis méchant, mais alors finalement, je suis pas trop méchant, parce que sinon, si je suis méchant tout de suite, en fait, le film il s'arrête là et on est à 20 minutes, donc ça va pas le faire. Enfin, genre, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens, quoi. Et ouais, c'est littéralement, ils ont pris des jouets, et c'est une bac de jouets, ils ont fait crac, crac. Ce qui arrive à tous les gamins très, très riches, c'est-à-dire ils ont cassé leurs jouets. Et ouais, ils ont vraiment cassé leurs jouets. Et en plus, je ne comprends pas le projet de mise en scène de Michael Bay. J'étudie sa filmographie sous toutes les coutures. Esthétiquement, je suis même pas persuadé que ça mette tant en valeur que ça, les explosions. Si à un moment donné, tu es obligé de lutter avec ton cerveau pour recomposer ce que tu viens de voir. Et lui-même est un putain de bourreau de travail, parce que jusqu'à une heure avant la diffusion de la première, il est encore au téléphone en post-prod, quoi. Oui, tu le vois littéralement, à un moment donné, t'as un plan qui dure, comme c'est un film de Michael Bay, c'est un plan qui dure 1 seconde, et encore qui doit durer moins d'1 seconde, où il fait « Attends, là, ce coin de l'image, il est un tout petit peu sombre. » Et genre, en fait, c'est peut-être ça, finalement. Je pense que ce documentaire permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans tout son cinéma, en particulier dans Transformers 2, c'est que c'est un mec qui est tellement focalisé sur les détails qu'il n'a aucune vision d'ensemble de ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est un film très problématique. En plus, bon, on l'a dit, écrit par Horty et Kurtzman. Donc Kurtzman qui a réalisé La Momie, quoi. Oui, voilà. La Momie, tu sais, La Momie reboot avec Tom Cruise, quoi. Avec Tom Cruise, ouais. Et tous ces mecs-là, putain, mais ces deux mecs, c'est vraiment un scandale, ces gars. Bah c'est pareil, c'est les bonnes relations, on reste dans la bonne boucle. Ouais, et puis, je sais pas, je comprends pas comment ils ont pu commencer et continuer sur... c'est eux qui ont écrit... je crois qu'il y en a un qui a écrit des Missions Impossibles, le Mission Impossible 3 que tu aimes tant. Oui, voilà, bah tu vois, voilà. On retombe sur les mêmes, sur les suspects habituels. V-Island, le reboot de Star Trek, c'est eux. Ouais, putain, c'est... Non mais voilà, bon bref, c'est... Comment dire, c'est la fine équipe inversée, tu vois. Amazing Spider-Man, c'était Kurtzman aussi. Et bah voilà, merci à eux pour ça. Merci pour tout. Merci pour tout, voilà. Et on l'a pas dit, mais c'est aussi un film où il y a des robots qui pètent des parachutes. Qui pètent des parachutes, oui, et des robots qui montent leurs couilles. Ah, et ils pissent. Ah oui, alors... Et ils font pipi sur... Il y a la légende urbaine veut que il y avait... Genre, il lui montre un croquis de Devastator, donc le robot gigantesque. Et là, il dit, les boules de démolition, là, tu vas me les mettre en couille. Et le mec, il prend ça pour de la blague. Oui, il genre, fait... très drôle, Michael. Très drôle. Et là, Michael Bay lui fait, je rigole pas, hein. Et au final, elles y sont. En plein cadre. Et c'est peut-être le truc le plus mémorable de ce film. C'est John Turturro qui dit que je suis sous le scrotum. Et là, il y a un autre sujet, et on va peut-être pas le faire aujourd'hui, mais j'adore évoquer cette théorie, c'est qu'en fait, Michael Bay essaye de faire des films des frères Cohen. Il réutilise tous les comédiens mais là c'est John Turturro, mais parfois c'est il y avait Frances McDormand qui était de passage sur le 4, enfin voilà, Stanley Tucci, enfin il y a vraiment, genre il aime bien les gueules, et puis surtout dans les précédents, quoi. Enfin je veux dire, il a le trop de mémoire de Fargo. Les deux mecs de Fargo, les deux criminels, sont des mecs de la... mais oui, dans comment ça s'appelle, dans Armageddon. Donc avec Steve Buscemi, ouais, effectivement, Steve Buscemi et Peter Stormare, les pieds nickelés. Donc il y a une vraie théorie, on y reviendra un peu. Le jour où on fera Pain and Gain, je pense que je pense que Pain and Gain est un peu la quintessence de cette tentative de frères Cohen, mais sous en fait, quoi. Pour moi, c'est la quintessence du cinéma de Michael Bay, c'est à tous les sens, voilà, vraiment, littéralement. Qu'est-ce qu'on fait avec Transformers 2, en sachant que c'est un film que jamais je voudrais revoir. Ah, moi non plus. En même temps, qui synthétise complètement Michael Bay. C'est son film le plus débectant, je trouve. Et on a un débat toujours, c'est est-ce que Transformers 2 ou Transformers 3 est le meilleur, et le meilleur ou le pire. Ne spoile pas. Si un jour beaucoup de gens se cotisent pour sur le futur Patreon pour qu'on fasse un Super Transformers Battle, on a beaucoup de choses à dire sur Transformers. On a vraiment énormément de choses à dire, et j'ai hâte de parler de Transformers 3. J'ai jamais autant parlé de robots qui font pipi de ma vie. Où est-ce qu'on met cette chose? This thing, littéralement. Ce truc. En plus, c'est une redite quand même du Transformers The Movie qui est par contre vraiment chouette. Le dessin animé, putain, ça m'agace, quoi.
Oui, puis on a même pas parlé des designs des robots. Enfin, genre, j'ai tellement de trucs qui vont ils pas, sont quoi. tellement laids. Mais ça, c'est vraiment la laideur des designs à l'américaine, quoi. Oh là là. Où est-ce qu'on met Tellement cette laid. Ouais, merde c'est ça, en plus, la production value est horrible. Où est-ce qu'on met cette merde Où est-ce qu'on met ce truc? Faut que je vous dise, quand on regardait le making-of, tout d'un coup, tu as vu le personnage de Ramon. Ah oui. De Ramon qui il joue le copain de Sam, donc de Shia LaBeouf, et donc il joue un petit espèce, mais dont le rôle n'est de faire pendant tout le film. Ah oui, donc c'est genre j'avais oublié qu'il était là, lui. Où est-ce qu'on le met? Ça va bien bas, ça va bien Je bas. pense qu'en tant que film théorique qui résume un genre, c'est assez équivalent à Taxi 2. Ouais, mais honnêtement, moi je le mettrais sous Babylon AD, tu vois. Je pense que Wickerman est plus intéressant alors à ce moment-là. Ouais. Est-ce que c'est plus intéressant que Kiss No Good ou pas? Ah ouais, non, c'est quand même... Enfin, au moins, il y a une scène d'action, quoi. Mais en même temps, c'est tellement moche parce qu'il y a quand même... En fait, les masturbations de chiens, les machins... Là. Et c'est une agression perpétuelle. Enfin, ouais, ça s'arrête pas. En plus, moi, je montrerai jamais ça à mes gosses parce que je plus... sais même pas si des gosses peuvent se retrouver là-dedans. Enfin, non, mais en plus... C'est hystérique. C'est hystérique et Mais il y a plus de moments intéressants dans Battle Royale 2. Enfin, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, et Planète des Singes a plus de performance pour moi. Et Planète des Singes est plus Donc drôle. alors, j'ai pas vu Carlitos Way 2. C'est toi qui juges. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Gamer? Putain, ça descend de Transformers 2 descend. Mais est-ce que t'as plus rigolé dans Gamer que dans les 2h35, 36, 37 de Transformers 2? Oui, j'insiste sur le fait que ça dure 2h30. Oui, Gamer me provoque plus de rire. Ok, bah là ça va en dessous alors. D'accord. Est-ce que on continue à descendre ou pas? Putain, les bronzés 3 là. Oh là là, c'est compliqué. C'est beaucoup plus dur de choisir dans ce sens-là que dans l'autre en fait. Hein. Ouais. Oui, alors que l'autre, c'est l'unanimité, c'est le cœur qui parle. C'est ça, voilà. Là, c'est. Allez, je laisserai quand même au-dessus des bronzés 3. Juste pour la scène de la forêt. Allez. Et encore, enfin, elle est pas exceptionnelle, mais c'est juste et puis, un peu réussi. Et puis chacun son kink. Hein. Peut-être que si les robots les robots chiens qui se masturbent, c'est votre truc. Transformers 2, c'est le film de votre vie. C'est définitivement à voir, effectivement. Là, vous pouvez pas passer à côté, quoi. Mais on remercie Greg pour sa liste. Oui, putain, mais tellement de choses à dire. C'est ça, les sujets super intéressants. Ah ouais, sauf que, putain, on est off. Oh, putain, j'avais prévu tellement de listes. Ah bah on peut pas faire que 2 listes. Il y a une règle tacite qui dit qu'on peut pas faire que 2 listes. On va faire vite. Donc on remercie Greg. Et la liste suivante, c'est un peu toi, ton doigt magique qui l'a choisi. Voilà, j'ai participé. Non, mais c'est-à-dire, je t'ai donné une liste et voilà. Je t'ai donné une liste de... J'ai choisi la grande thématique. Et je t'ai dit, j'ai une liste avec des actrices, avec des dames. Et donc, tu m'as dit OK. Donc voilà. Ça voulait dire banco. C'est une liste qui s'appelle Brune ou blonde, le vrai dilemme de l'homme moderne. Ah, bah... Mais voilà un thème très important. C'est une liste qui nous est envoyée par Joseph Caté. Merci Joseph pour ta liste. Et alors, en plus, il nous l'a envoyé 2 fois parce qu'il avait commencé par mensonge et trahison et plus si affinité, qu'on a déjà classé. Donc, il nous a tout de suite envoyé un mail parce qu'il l'a envoyé le jour même où de diffusion en plus. Couper l'herbe sous le pied. Voilà. Et le premier film de sa liste, c'est Chanson d'amour de Christophe Honoré. Alors, Chanson d'amour de Christophe Honoré, bah écoute, ça tombe bien, je ne l'ai pas vu. C'est vrai? Ouais, non, je ne l'ai pas vu. Moi, je vais le saquer si je suis tout seul. Ah d'accord, ok. Mais est-ce que tu veux on se donne parce que c'est quand même des films récents et c'est pas des films de on peut se donner des devoirs. Effectivement. Chanson d'amour de Christophe Honoré, tu dis? Ouais. Eh ben écoute, je le mets tout de suite sur ma watchlist et je pars au premier Crash Converter venu pour essayer de le trouver. Je suis en train de penser à tous les mecs qui se disent oh putain, il va se taper les chansons d'amour. Puisque je t'ai pas dit, hein, c'est un film musical français. Oh putain, ah ouais, alors ça par contre j'aurais peut-être dû savoir cette information avant de m'engager. Alors, le deuxième film de cette liste, et je pense que ça tu l'as vu par contre, c'est Vicky Cristina Barcelona. Ah bah oui. Oui, bah forcément, oui, bien dans la thématique, donc de Woody Allen quoi. Oui, et en plus c'est littéralement ça, c'est blonde ou brune quoi. Oui, c'est les tergiversations donc à Barcelone, comme son indique.
Et donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à l'époque, Woody Allen, il décide de faire un peu le tour du monde des belles villes. Alors, il a commencé à Londres, puisqu'il a fait... Matchpoint, on en a parlé. Matchpoint. Puis ensuite, il a fait Scoop. Oui, avec Kenneth Branagh. Non, Scarlett Johansson et Hugh Jackman. Hugh Jackman, oui, c'est ça, oui. Je confonds avec l'autre, tout à fait. Et où tu peux voir la différence de taille entre les deux actrices. Entre lui et elle, c'est assez effarant. Et il décide de continuer son périple puisqu'il va jusqu'en Espagne. Voilà, donc Barcelone, hein, comme c'est écrit dans le titre du film. Et donc avec Javier Bardem, Scarlett Johansson et évidemment Penelope Cruz. Penelope Cruz, parce que voilà, en matière de sex appeal espagnol de ces années-là, voilà, c'était ce qui s'imposait, quoi. Et puis il y a Rebecca Hall aussi dedans, qui est... Ah oui, j'aime beaucoup Rebecca Hall. Qui est aussi une très très belle, très très bonne actrice. Tout à fait. Alors il faut le dire, explosion de testostérone à l'écran. Oui, voilà, c'est... Alors, on va le répéter, Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson. Voilà. C'est... Dans le glamour, on est sur une échelle qui est quand même, voilà, dans assez les années haute, 2000, on a rarement fait aussi puissant, là. Et donc c'est une histoire, c'est une histoire de triangle amoureux en fait, hein, littéralement, avec Javier Bardem qui tombe plus ou moins amoureux d'une femme et qui évidemment voit son ex-femme quelque peu dérangée revenir dans sa vie et revenir dans son couple aussi. Comme souvent chez Woody Allen. Comme souvent chez Woody Allen. Les filles sont souvent un peu dérangées. Un peu des gens, elles ont quelques petits problèmes. C'est-à-dire elles ont des petits comportements un peu étonnants, quoi. Un peu déviants. Hors norme. Voilà. Un peu hors norme. Et du coup, voilà, c'est le dilemme. C'est le dilemme parce que c'est évidemment passionnel. Enfin, la relation n'est tout sauf platonique. Et forcément, ça crée des situations très électriques pour les différents personnages. Et c'était un bon choix de carrière puisque, en fait, quand il a fait Matchpoint, ça a fait exploser sa cote. Le nombre d'entrées, on avait dit à Matchpoint, est un succès extraordinaire au box-office. Mais là, du coup, il intéresse tout le monde et les Français parce qu'il a un public quand même français très très actif. Et en plus, les Espagnols, quoi. Oui, là, c'est... Là, mais effectivement, il était vraiment sur une phase où il avait relancé sa carrière d'une manière différente parce que Woody Allen il avait réussi à faire entrer son cinéma dans un champ plus populaire qu'auparavant, quoi. Ouais, parce qu'il s'est mis à utiliser... Après, il a toujours eu une ribambelle d'acteurs et des gens de talent, en fait. Mais là, il a vraiment utilisé les personnes... Au bon moment, les bonnes personnes au bon moment. Je veux dire, avant Matchpoint, il faut le remettre, son film d'avant Matchpoint, c'était Melinda et Melinda, dont personne se souvient. Oui, tout à fait. Avec Radha Mitchell et Amanda Pitt. Donc tu vois, c'était pas les... je respecte complètement, hein, mais c'était pas les têtes de gondole de Matchpoint et de Vicky Cristina Barcelona, quoi. Oui, il avait pas eu le nez de taper pile là où il fallait quand il fallait sur le casting, quoi. Et en plus Scarlett Johansson qui commence à devenir sa régulière un peu, son actrice. Alors je vais te dire, je suis un peu nostalgique de la période d'avant en fait, avant qu'ils partent en voyage. Tu vois. De Woody. Ouais. Oui, de toute façon c'est vraiment, enfin on est vraiment sur une période vraiment à part, quoi. En termes de, même si il y a beaucoup de choses de Woody Allen, mais il traite pas du tout les choses selon les mêmes priorités ou de la même façon. Je veux dire, t'as plein de choses qui étaient presque devenues caricaturales aussi de son cinéma. C'est aussi pour ça qu'à bout d'un moment il y a eu un gros ventre mou avant Matchpoint. C'est que au bout d'un moment on t'annonçait un Woody Allen, tu pouvais presque le raconter de tête, tu vois. Oui, il avait un espèce de modus operandi. Voilà, c'était presque c'est caricatural, mais en tout cas dans la façon dont il était perçu, c'était presque procédural, quoi. Et du coup avec Matchpoint, il avait réussi en changeant de pays, puis en cassant un peu ses obsessions habituelles, à relancer la machine. Il a arrêté de parler d'Hollywood, de son enfance. Enfin voilà, il parlait tout d'un coup du monde actuel. Enfin une vraie problématique qui est l'attirance entre de très belles personnes du monde d'aujourd'hui. Exactement. Enfin, quelque part, en fait, il a ouvert son cinéma il est sorti un peu de sa zone de confort, quoi.
d'une certaine façon. Et du coup, enfin, c'est un cinéma un peu plus universel, avec toujours des talents de mise en scène et de direction d'acteur complètement maboule. Et ben ça a marché, quoi. Il y a un truc que tu m'as pas dit, c'est est-ce que tu aimes ce film? Eh ben écoute, c'est un film que je trouve assez étrange, parce que bah c'est très sensuel, évidemment. Enfin, voilà, il y a des séquences qui littéralement font grimper le chauffage central de ta maison d'un seul coup. Mais oui, c'est vraiment genre si tu t'intéresses à la représentation du sexe au cinéma et à ce que ça peut te donner, sorti du cadre, j'entends, de la pornographie. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est d'un niveau de hot extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est du sexe intellectualisé, parce que vraiment on passe par le moyen cinématographique. Il y a pas de c'est pas la Verhoeven, quoi. C'est-à-dire que Verhoeven non mais voilà, Verhoeven c'est sûr. va aller te montrer une chatte, voilà, tu vois, là on n'est pas du tout sur ça. Vraiment, on est sur une trajectoire beaucoup plus intellectualisée et pourtant toujours sensuelle. Ouais. Et pour toujours sensuelle. Donc c'est vraiment très particulier, et ça passe par tes propres stimulations, par ton propre vécu. Enfin voilà, il y a tout un cheminement qui est vraiment épatant. Mais moi le problème, c'est que à la longue, en fait, je trouve que ce film tourne quand même un peu à vide. Alors voilà, j'allais arriver à ce point. Je le trouve un petit peu chiant. Voilà. Non mais voilà, c'est le problème, c'est que c'est un film. Je suis sorti du film. J'ai assisté à des séquences, mais je croyais pas vraiment en l'existence des personnages et de leur destin, et je n'avais pas grand chose à faire, en fait. Et à un moment, je crois que je me suis tapé un roupillon. Après, ça veut rien dire. Comme dans Spider-Man, tu veux dire? Oui. Vraie anecdote. Mais c'est assez chiant, en fait, comme film. C'est. Il y a pas de pacte, en fait. Il y a pas de moment à part j'entends l'érotisme ou les choses comme ça. Oui, non, mais c'est ça. Il y a pas de moment où tu te dis putain, non, il y a pas. Tu regardes pas de souvenirs, en fait. C'est ça. Et en fait, moi, le truc, c'est que le triangle amoureux et l'érotisme évident. Enfin, je veux dire. Évidemment que ces personnages, ils ont envie de se sauter dessus. Enfin, je veux dire, t'as vu leur gueule. Qui aurait pas envie de se sauter les uns les autres? Qui aurait pas envie de tous se les taper? Et donc, techniquement, en plus, on peut le dire, nos femmes accepteraient totalement que nous cédions à la tentation du. Voilà, je veux dire, là, tu passes au-delà de tous les cadres de registre du couple. Voilà, tu as le droit. C'est tellement unique comme occasion. Vas-y. Voilà, donc voilà, on est sur un registre. Évidemment qu'ils ont envie de se faire des picotas ensemble. C'est évident. Mais au-delà justement de cette tension-là, finalement, le film, ce qu'il avait à me raconter, je trouvais que ça marchait pas, et que il avait, enfin quelque part, il s'est fait plaisir. Mais moi, je sais pas. En plus, il est pas très long. C'est ça le pire. Mais c'est que finalement, j'aurais bien aimé qu'il brode, je sais pas, une intrigue ou quelque chose, enfin qu'il aille un peu quelque part avec ça, et pas juste. Barcelone, c'est cool. Qui a un twist à la Match Point. Mais alors, c'est ça. Barcelone, c'est vraiment cool. C'est une super ville et tout. Et oui, c'est sensuel, machin. Ok, mais alors, à ce moment-là, va à l'office du tourisme. C'est peut-être aussi le problème des films qui vont suivre, c'est qu'après ça, il va faire des gros films anecdotiques quand même. Oui, non, mais clairement. Je pense vous allez rencontrer un inconnu, un bel et sombre inconnu. Le film en Italie, To Rome with Love, qui est Minuit à Paris, quoi. Minuit à Paris. Oui, oui, exact, oui, c'est vrai. Qui est d'un anecdotisme farfelu, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un film. Voilà, j'ai pas. Malgré toute cette saveur qu'il pouvait apporter, toute cette attirail, j'ai envie de dire. Cette attirail, au final, je t'en retire pas grand chose, et voilà. Bon. C'est un peu un essai manqué, quoi. Où est-ce qu'on le met? Je le mets au-dessus de 500 Days of Summer, hein, c'est sûr et certain. Je le mets au-dessus de Juno, voilà, quand même. Écoute, je peux te le laisser. Mais après, où est-ce qu'on le met? Tu vois, je trouve ça plus. Je sais qu'Auberge Espagnole est important pour toi, mais j'aurais mis au-dessus d'Auberge Espagnole. Ah non, quand même pas, parce qu'Auberge Espagnole, enfin, il y a du vrai cœur dans les personnages, quoi. Donc il y a vraiment là, c'était pas des personnages, c'était littéralement le fantasme de voir ces acteurs-là se fricoter ensemble, tu vois. Alors, au-dessus de Bowling for Columbine. Je mettrais au-dessus de Superbad. Ah bah d'accord, écoute, c'est parti. Et pourtant, Superbad a aussi son petit côté érotique. Hein.
Oui. C'est le premier rôle de Emma Stone. Oui. Ouais, oui. Oui. Et de McLovin. Oui, alors oui, d'accord. Ah là, t'es d'accord. Tu vois, donc... Et le dernier film de la liste de Joseph, c'est un autre film avec Bruno Blonde, c'est Two Lovers de James Gray. Two Lovers de James Gray, oui, qui est James Gray dont on avait déjà parlé pour We Own the Night. Donc avec Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Moi je prononce comme je veux, monsieur, d'accord? Je suis français, je parle français, ok? Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow. Ouais, qu'on a vu il y a pas longtemps dans Spider-Man. Dans Spider-Man. Et elle apparaît pas longtemps dans Spider-Man, mais j'étais content de la voir. Ouais. Et Vanessa Shaw. Voilà, et exactement. Et donc c'est aussi une histoire de triangle amoureux. Voilà, de toute façon c'est la thématique, j'ai l'impression, blonde ou brune. Donc c'est quoi exactement? C'est que en fait, en gros, il est sur une vie un peu pas tranquille, mais globalement, tout se passe bien. Il vit à Brooklyn et il présente. Et en fait, il est. C'est un mariage arrangé. Oui, c'est ça, voilà. C'est un mariage. Il est Léo, donc c'est une famille un peu de juifs traditionnels, pas traditionnels, mais genre. Mais enfin voilà. Un tout petit peu porté sur la chose, quoi. Ouais, mais ils sont pas fondamentalistes, voilà. Non, ils sont pas fondamentalistes, mais ils sont croyants. Ça fait partie de leur. Voilà, ça fait partie de leur histoire et de leur. Ouais, tout à fait. Et comme il y en a souvent à Brooklyn, justement, où se passe l'histoire. Et donc, il présente. C'est la fille. Je crois que c'est le patron, ou l'associé de son père qui a une boîte. Enfin, donc du coup, tout semble. En fait, sa vie est sur des rails, littéralement. Tout semble tracé. Sa vie est sur des rails, effectivement. Et en fait, l'astuce, c'est qu'il a un stade de sa vie où il a pas besoin de se poser la question s'il est heureux ou malheureux. C'est juste comme ça, en fait. Tu vois? Et il rencontre une. Elle est jolie. Il a un avenir qui s'annonce radieux. Voilà. Enfin, tu vois, il est vraiment pouf. Il se pose pas de questions, quoi. Et il rencontre. Il rencontre Gwyneth Paltrow. Je sais pas où il la rencontre, mais je sais plus où il la rencontre. Alors, je crois qu'elle vit dans le même immeuble que lui. Il y a une histoire comme ça. Ah oui, c'est sa voisine. Mais oui. C'est sa voisine. Ça vient d'emménager. Et en fait, au départ, en fait, ils deviennent amis, c'est-à-dire que elle lui confie, parce qu'elle, je crois qu'elle sort avec un homme marié ou un truc comme ça. Et en fait, il devient son confident. Et au début, enfin, en tout cas, pour elle, il n'y a pas du tout d'ambiguïté parce que lui, il est engagé, etc. Et au fur et à mesure, lui, forcément, il va. Il a un gros crush. Il va finir par réellement tomber amoureux. Et du coup, enfin voilà, ça va être l'élément qui va bouleverser sa vie toute tracée, c'est que à un moment donné, il va se retrouver face à un dilemme et il va se faire enfin la différence entre être amoureux et être dans une situation ok. Et c'est un film sur l'illusion de l'amour en fait. C'est un film extraordinairement triste. C'est un film après James Gray c'est jamais à fond dans la déconnade quand même. Alors ça c'est sûr, mais je précise, c'est un film extraordinairement triste alors qu'il n'y a pas de mort pour une fois dans un film de James Gray. Et c'est un film triste parce que s'il nous renvoie, il renvoie nos propres incertitudes sur l'amour, sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne, et sur la probabilité que tu rencontres quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre te mystifie. Et que tu peux en tomber amoureux ou avoir juste l'illusion d'en tomber amoureux parce que c'est aussi ça l'amour, c'est aussi le fait d'avoir des illusions et de se tromper et c'est un film bouleversant pour ça. Oui, puis lui-même, il n'y a pas une histoire, enfin, il n'est pas dépressif, enfin je crois qu'il y a un je crois qu'il est il était sous médoc et voilà, ses parents l'aident. Ses parents l'aident, justement, ils l'hébergent pour ça. Voilà, donc oui, il y a aussi tout ce côté. Il a un terreau à dépression. Oui, c'est ce qui est presque traditionnel je veux dire, c'est presque le schéma Woody Allen. Oui, oui, il a intérêt à être dépressif, ouais. Et lui, alors, il est extraordinaire. Il est vraiment Joaquin Phoenix. Il le joue d'une justesse. Et je pense que en plus, il a pas joué longtemps après celui-là. Et ensuite, il a mis un terme momentané à sa carrière. Quel acteur extraordinaire. Joaquin Phoenix, vraiment, pour moi, c'est un des plus grands acteurs de cette période-là. Et à chaque fois que je le vois à l'écran, je sais qu'il va se donner pour son rôle. Il va y aller à fond. Et tu pourrais croire que l'histoire plus simple, c'est juste une histoire d'amour, que l'histoire plus simple, ça soit joué avec plus légèrement. Et il le joue
il le joue de manière presque évanescente, son amour. Et il y a un moment clé de l'histoire, c'est quand il va enfin lui avouer son amour. Mhm. Et ils sont je crois sur le toit d'un immeuble. Et c'est là que tu te rends compte que tout ça n'est illusion. On parlait du mirage de l'amour. C'est ce moment-là où il se rend compte que où on se rend compte que tout ça va s'effriter en 2-3 mouvements, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et c'est ce qui est marrant, ce qui est d'intéressant là, c'est que justement, on a James Gray qui prend un pitch et finalement une structure de film très simple. Parce que James Gray, il s'attache beaucoup à la famille, des choses comme ça, des relations très compliquées et à multiples niveaux. Et là, au contraire, on est vraiment focalisé sur un personnage tiraillé, et tu te rends compte que finalement à décrire les relations humaines, il arrive à capter quelque chose d'assez fort, de façon vraiment très simple, mais jamais simpliste en fait. Enfin, vraiment, c'est la mise en scène. Il y a des moments tout cons, mais à chaque fois qui participent bien, qui s'ancrent bien en fait dans la trajectoire du personnage de Joaquin Phoenix, quoi. Il y a un côté vraiment tragédie grecque, quoi. C'est Bérénice, c'est... Oui, il est littéralement... Enfin, en fait, finalement, il est littéralement enfermé dans sa destinée, peu importe, finalement, ce qu'il va choisir. Enfin, il est prisonnier de lui-même, de ce qu'il est, de ses choix, etc. Je me souviens que j'ai regardé avec mon camarade Pouillot, et lui, il était choqué parce que Vinny Sacho, elle est aussi extraordinairement craquante, quoi. Oui, et bien en sûr. Plus, on l'a dit, ils sont d'une famille un peu religieuse, c'est un couple arrangé, mais en même temps, ils sont tous les deux méga beaux, et aussi c'est des jeunes d'aujourd'hui, quoi. Donc ils savent qu'ils ont la coupole familiale au-dessus, mais eux, ça reste quand même des êtres humains normaux qui ont pas tous les barrières que peuvent se mettre les parents, par exemple. Et c'est adorable à voir. C'est vrai, ils sont vraiment adorables. Ils sont tous adorables. Et le moment où vient cette clubeuse, je crois qu'elle est tox ou elle est post-tox, ou je sais plus si elle est. Ça, je me rappelle plus. Je crois exactement. Non, je crois qu'elle est malade ou elle a une maladie. C'est pas lui qui a une maladie, non? Je sais plus. Il y a des détails un peu s'obscurcissent. Évidemment, je me souviens surtout de la scène du toit. Oui, bah oui. En plus. Qui est un peu genre le point d'orgue du film, quoi. Et puis de toute façon, James Gray, quand il filme la ville, c'est toujours saisissant, enfin vraiment. Il a toujours une scène où il filme les gens qui arrivent dans une boîte de nuit à un moment ou un autre. Et à un moment, la scène de boîte de nuit de James Gray, c'est toujours un moment de pur érotisme, quoi. C'est vraiment... j'adore voir ça, surtout, je pense à The Yard, vraiment qui me... Oui, bah... Ouais. Un jour, il faudra qu'on en parle de ce film. Hein, quand même. Ouais, il faudra. Il faudra. En plus, James Gray, il est sympa parce qu'il est pas trop productif, il nous aide bien. Oui, il est gentil, voilà. Il nous ménage. Et je pense que c'est un des grands réalisateurs américains aujourd'hui. Et oui. Mais du coup, Two Lovers, voilà. C'est un film très, très délicat. Très, très triste, touchant. Ah oui, alors si vous êtes en couple et que vous voulez vous mater Two Lovers, vous vous dites oh là là, on va se faire des bisous après. Non. Non, clairement, ça n'arrivera pas. C'est effectivement pas le film qu'il faut. Mais c'est un film, et en plus, il s'éternise pas, il va assez vite. Non, j'adore ce film. Voilà, j'adore tout. Moi, j'objecterais quand même que je trouve qu'il y a en fait, c'est pas. Mais je pense que c'est sur la longueur, quoi. Ouais, mais sur la longueur, je pense qu'il y a un petit quart d'heure de trop. Mais bon, voilà. Après, c'est. Non, même pas. Moi, je trouve que c'est pas aussi. Je te trouve méchant. Genre, il fallait pour emballer cette histoire et surtout pour donner à Joaquin Phoenix l'occasion vraiment de montrer ce qu'il sait faire, à savoir le chien triste. Mais justement, pour moi, il le fait tellement bien que finalement, parce que je crois qu'il fait comme 1h50 ou 2h, tu vois. Enfin, justement, il est tellement. Il fait 1h40. 1h40. Ah oui, moi, il m'est paru un peu long sur la fin. C'est-à-dire que on était enclenché dans le circuit et que je pense que si on aurait supprimé quelques séquences un peu avant, tu vois, ça aurait permis de mieux condenser. Parce que justement, lui, il est tellement bon qu'au final, ça nécessitait peut-être d'être un peu plus condensé, quoi. C'est peut-être moi le reproche que je lui ferais à ce film-là. Bon, bah écoute, où est-ce qu'on va mettre Two Lovers ? Sachant que c'est aussi une adaptation libre de Dostoevsky. James Gray fait comme Kurosawa, c'est-à-dire il prend chez les meilleurs. Exactement. Où est-ce qu'on met Two Lovers ? C'est un film très très fin et en même temps très simple dans sa structure et en même temps il est très intelligent, quoi.
Où est-ce qu'on le met? Moi, je le mettrais... au-dessus de The Road, par exemple. Où est-ce qu'on a mis... Attends, où est-ce qu'on a mis déjà tu vois, We on the Nine. We on the Night, on l'a mis 24e. Ah oui, non, mais c'est bon, 24e, j'ai trouvé. Ok, non, j'étais perdu. Moi, je le mettrais au-dessus de The Road. Moi, je mettrais sous Gran Torino. Ah, je peux pas le mettre au-dessus de Up. Parce que, honnêtement, je trouve... le début de Up, quand même, plus fort, quoi. Bon, alors, sous Up, ça te va? Sous 28 jours plus tard. Ok, d'accord. Ok, je sais que c'est un film qui tient à cœur aussi. Ah oui, 28 jours plus tard, ouais, c'est... Et quand même, faut le dire un truc, c'est le top, maintenant, le top 40. Le top 40 est très, très, très gros, quand même. Ah bah, il y a des... je pense que tu peux aller jusqu'au top 50, t'as vraiment de quoi faire, quoi. Oui, et le 51e, c'est Batman Begins. Voilà. Dommage. Perdu. Et le fabuleux destin. Et voilà, bah ouais, on a tous nos chouchous au-delà de la barrière. On en profite pour dire un truc, c'est qu'on adore quand vous nous envoyez des photos, on essaie de les retweeter, des photos, des films que vous allez voir ou des films que vous mettez et que vous les avez entendus parler dans Super Ciné Battle. On a reçu beaucoup de gens qui nous envoyaient des photos du ticket de Memories of Murder. Oui, c'était épatant, c'est génial, quoi. On est très contents et en même temps notre part est vraiment modeste là-dedans. C'est quand même un classique qui existait avant nous, qui existera après nous. Et... Oui, ouais, mais c'est génial que, surtout qu'en plus, vu que le film était diffusé, je crois qu'il y avait une 20aine de copies, pas beaucoup plus, et d'avoir tellement de gens qui nous disent, bah allez, je suis allé le voir, ou même il y en a d'autres qui nous disent, ouais, je suis allé le chercher à la médiathèque. C'est génial. Je veux dire. Tu veux dire ce bâtiment où on te prête de la culture pour un certain temps? Voilà, exactement. Mais quelle idée de génie! Il faudrait qu'il y en ait partout. Se dire que quelque part on a motivé 1, 2, 3 personnes à aller à la médiathèque pour chercher ce film là précisément et qu'en plus ils ont apprécié, honnêtement c'est vraiment génial comme sentiment, quoi. Ouais, c'est top. Bah je crois qu'on est bon là niveau durée, crois-moi. On est parfait. Crois-moi, on est bon. Putain, fais chier. Tu vas me faire vite une reco. Voilà, alors vite, alors très bien. Tu sais, je suis concis, je suis précis. On va commencer par Injustice 2. Alors Injustice 2 est l'un des meilleurs scénarios de jeux vidéo de l'année. Est-ce que je t'ai pas menti là? Non, mais la fin Superman est extraordinaire. Vraiment. On a l'impression que c'est une chute de Zack Snyder. Oui, c'est ça. En plus, moi, pour le coup, c'est vraiment la partie des comics books que je connais le mieux, Batman, Superman, et j'ai vraiment apprécié ça à sa juste mesure. Bon, en fait, ta vraie reco. Non, ma vraie reco, c'est un film c'est un film de 2016, mais qui est sorti en 2017 chez nous, et qui devrait, a priori, pas trop tarder à sortir en Blu-ray. J'ai pas trouvé d'informations, j'étais assez surpris, mais bon, il devrait a priori pas trop tarder, peut-être à la rentrée ou à l'automne. C'est un film qui s'appelle Tunnel, un film coréen que l'on doit à Kim Seong-hoon. Kim Seong-hoon, en fait, qui a pas réalisé beaucoup de films, mais moi j'avais vu son précédent qui s'appelle Hard Day, je sais pas si tu l'as vu. Non, je crois pas avoir vu Hard Day, mais après j'ai un problème avec les titres. Oui, les titres internationaux. Surtout les films coréens en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils changent. Yellow Sea, je crois que c'est. Oui. Yellow Sea chez nous, c'est The Murderer, c'est ça. Bah voilà. Tu vois, donc rien à voir. Donc vraiment rien à voir. Bah, Hard Day, c'était un polar. Un polar un peu hard-boiled, décalé avec un flic ripou, mais pas tant que ça, que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est pas le top du cinéma coréen, mais c'est genre un polar comme les Américains savent plus du tout sortir. C'est vraiment, c'est à la fois t'as des idées complètement folles et à la fois c'est super rythmé. Enfin, c'était vraiment sympa. Et là, on change complètement de registre avec Tunnel. C'est un film catastrophe, pur film catastrophe, avec l'histoire d'un middle class man qui se retrouve coincé dans un tunnel qui s'est effondré. Et on va suivre sa tentative de sauvetage, donc entre lui dans le tunnel, les secours à l'extérieur qui essaient de le sortir, et sa femme. Et sa femme, et tout le cirque médiatique autour. Voilà, et déjà, en termes de mise en scène, il y a des trucs... Enfin, c'est vraiment super bien filmé, il y a des idées vraiment top, et c'est vraiment un pur bon blockbuster. Voilà, enfin, vous le savez maintenant, mais quand nous on parle de blockbuster, c'est pas une insulte.
du tout. Et là, c'est vraiment un excellent blockbuster parce que il y a des séquences qui t'en mettent plein de vue, il y a des séquences d'effondrement, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment super bien fait et à la fois, ça prend pas son spectateur pour un guignolo. C'est-à-dire qu'il y a des vraies idées de mise en scène derrière. Et tu passes de l'intime au truc épique, enfin voilà, avec un rythme. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment très réussi. Dans la catégorie du film catastrophe, c'est vraiment super bien fait de bout en bout. Et j'ai particulièrement adoré le personnage du sauveteur en chef, en fait. Ouais. Qui va aider ce type-là, parce que déjà l'acteur qui le joue, il est génial, parce que il est, comment dire, il est très en retrait, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il joue un type c'est un héros du quotidien, c'est con de dire ça, mais voilà, c'est vraiment, et il le joue parfaitement, c'est-à-dire que c'est un type qui au début est pas trop charismatique, et puis en fait, tu te rends compte que c'est un héros parce qu'il prend les décisions difficiles, les décisions courageuses, et que au bout d'un moment, sa mission, qui est une mission de sauvetage, de service public, etc. Enfin, ça passe au-dessus de beaucoup de choses. Il y va à fond. Puis et à la fois, il y a des scènes super drôles. C'est peut-être l'un des films plus drôles avec du pipi dedans, honnêtement. Je sais pas si tu te rappelles la scène. Je vois très bien. Voilà, et c'est à la fois complètement décalé et c'est pas graveleux. Enfin, tu sais, c'est vraiment faire une scène de pipi qui soit drôle et pas graveleuse. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Voilà. Et là, ça marche. Et voilà, donc du coup, vraiment, super film catastrophe qui se déguste tout seul. De bonnes idées, bien mise en scène. Enfin voilà, je recommande, quoi. Je plus sois, c'était vraiment un des bons films coréens de l'année dernière. Après une année, de cette année, pardon. Oui, avec le décalage de sortie. Une année vraiment très intéressante l'année dernière, puisqu'on avait eu... qu'est-ce qu'on a eu The Strangers, on avait eu Mademoiselle. On avait The Stranger, et on avait Mademoiselle, et on avait surtout Dernier Train pour Busan. Voilà, enfin... Ouais. Moi, je mettrais dans l'autre sens. Mais bon, bref, oui, mais c'était une non, très bien bonne sûr. année Non, mais ce que je veux dire... pour le cinéma coréen qui arrive jusqu'au voilà, Occident, moi, je fais pas de classement sur cela. C'est vraiment... la Corée recommence à nous faire des bons films. On est assez contents. Et là, pour le coup, si tu prends les 4 films qu'on a parlé, donc Train pour Busan, Mademoiselle, The Strangers et Tunnel, on est vraiment sur 4 registres vraiment différents, quoi. Et complètement intéressant. Et à chaque fois, super intéressant à leur façon. Enfin, il y a vraiment, voilà, il y a un truc, quoi. Et bah écoute, Marocco, ça va être Splatoon que je suis en train de jouer hypnotiquement. Non, alors non, en fait, je viens de le recevoir et je crois que normalement, je suis sous NDA, donc j'ai pas le droit d'en parler. Mais en même temps, vu la diffusion de l'épisode, donc je me garde Splatoon pour une autre fois, j'en parlerai peut-être dans After Eight. Je vais recommander Glow, qui est donc une série Netflix, une autre série Netflix. On remercie Netflix quand même qui alimente énormément de nos recos en fait. Il y a une autre série Netflix qui se passe aussi dans les années 80. Ouais. Je crois qu'ils ont un C'est truc. important de le préciser. Je pense qu'ils ont un truc. Hein. Faudra aussi parler de Castlevania, dont on a vu les premiers épisodes. C'est vrai, il y en a aussi vu Castlevania. Tu te prépares pour l'After Eight? On va peut-être. Je pense qu'on va parler d'un After Eight, ouais. Ça mérite en tout cas. Ouais, on va se finir. En plus, c'est pas très long. Et donc, Glow, c'est l'acronyme de Gorgeous Ladies of Wrestling. Donc, les belles dames du catch. Et c'est situé donc dans les années 80, comme tu l'as justement fait remarquer. Et c'est une équipe de catch qui se monte dans les années 80, basée sur une histoire vraie, mais en même temps, c'est que des personnages inventés. Oui, c'est ça. Enfin, ils sont partis d'une histoire qui a réellement existé, mais ils retracent pas finalement le. C'est pas un biopic. C'est pas un biopic. C'est pas un biopic, voilà. C'est pas un biopic, c'est que des actrices qui sont genre, ils ont du mal à joindre les deux bouts. C'est vraiment un peu la crise sociale des années 80 pour elles. Et le rôle principal est joué par Alison Brie, donc qu'on a vu dans Community, dans Mad Men aussi. Et elle, c'est une vraie actrice en l'occurrence. Enfin, c'est une vraie actrice. Elle croit qu'elle a du talent. C'est ça qui est génial. Elle le joue très très bien parce qu'elle joue la meuf prétentieuse qui croit qu'elle a du talent, mais elle galère parce que effectivement, elle est pas très très bonne. Et c'est très dur à jouer quelqu'un de pas très très bon, mais en même temps qui s'y croit. Et donc elle est j'ai quelques idées, mais eux ils le faisaient pas exprès. Hein. Et elle est au chaume du et donc elle répond à une petite annonce. Et donc c'est le chef catcheur, enfin le chef de la bande, c'est Marc Maron. Et Marc Maron, j'en avais parlé à un moment puisqu'il a un podcast à l'occasion du podcast. Son invité, c'était Walter Hill.
Et c'est un mec qui a vraiment une bonne gueule et surtout une gouaille vraiment géniale, donc il est parfait. Il est aussi sexiste que tu peux l'imaginer, qu'était un patron d'une équipe de catch dans les années 80. Oh oui, j'imagine bien. Et en fait, plus qu'Alison Brie, c'est que tous les autres personnages sont délectables. Vraiment, ils ont vraiment des personnages. Ils ont vraiment des vrais personnages, c'est des vrais persos, quoi. Et en plus, ça évoque un peu le catch. Et je dois avouer que le catch, c'est mon blind side, en fait. Je suis pas calé en catch, je me rends compte qu'il y a complètement une culture qui m'intéresse et un peu me fascine. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans la culture du catch que j'aimerais bien un jour découvrir. Je sais qu'il y a des mecs qui regardent les soirées, ils se font les marathons catch et tout. Et moi, je suis pas du tout de cela, mais par contre, je suis intéressé par la joie que ça peut apporter, la technique, puisque c'est ça aussi qu'on voit, c'est que elles n'ont aucune technique pour le faire, elles sont vraiment nulles à chier. Et elles vont s'entraîner pour éviter de se casser les bras, puisque le catch, en fait, c'est assez technique, en fait. C'est de la simulation, mais si tu ne fais pas bien ta simulation, tu finis par briser et toi et l'autre et l'adversaire. C'est vrai que c'est une culture du spectacle qui est vraiment particulière. Ouais, il y a vraiment un truc qui m'intrigue, et ouais, j'en reconnais que ce qu'on a vu au cinéma, en fait. Oui, c'est pareil. Enfin, moi, là, par parenthèse, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le trip du catch, en fait. Tu sais, l'espèce de spectacle vivant qui prétendent pas en être. Enfin, il y a un rapport qui est vraiment très étrange et très américain, je trouve, au spectacle. Et puis, il faut le dire un truc, c'est que je crois que t'as un truc, en fait, avec la lutte à proprement parler, puisque tu l'as dit aussi avec la boxe aussi. Oui, tout à fait. Ouais, on avait un peu discuté du coup avec un auditeur. C'est vrai que moi, j'ai tous les sports de combat occidentaux, en tout cas, je trouve j'ai toujours beaucoup de mal à me projeter dedans, en fait. Je peux comprendre. Hein. Chez moi, c'était interdit. C'était interdit, la boxe c'était vraiment un tabou, et pourtant moi j'adorais ça, moi j'ai fait des arts martiaux. Non mais voilà, mais par contre les arts martiaux, enfin je me retrouve plus, enfin disons que j'arrive mieux à me projeter dans les arts martiaux et dans une compétition d'arts martiaux, ou même à plein niveau, mais le catch, la boxe française, des trucs comme ça, c'est vraiment... Pourtant en plus c'est tellement cinématographique comme mais oui, sport. alors c'est ça le plus... Enfin en plus il y a des films de boxe, je sais pas si t'as entendu un petit film que personne n'a vu qui s'appelle Rocky par exemple, qui tourne autour de la boxe. Je te le conseille, hein, si jamais tu l'as pas vu. Non mais voilà, tu m'as pas sorti Scorpion là avec avec Clovis Cornillac. Avec Clovis Cornillac. Non mais en plus c'est un sujet passionnant parce que c'est un peu l'héritier spirituel et sociologique des gladiateurs quelque part. Complètement. C'est ça. Complètement. Et quand ils s'en échappent, c'est qu'ils ont récupéré leur liberté, quoi. Voilà, exactement. Donc t'as vraiment ce côté-là qui est hyper passionnant. C'est le promo de Wrestler. Voilà. Et moi justement, c'est peut-être justement ça, c'est que autant j'aime le spectacle de la violence au cinéma, enfin on en a déjà reparlé des dizaines de fois, etc. Enfin, on va pas reciter les dizaines de films qu'on pourra me dire oui mais t'es paradoxal, oui, comme tout le monde, mais quand ça touche sur une sphère qui est hors du cinéma, c'est toujours un peu, voilà, je sais pas, j'ai un rapport, j'ai du mal à me projeter, quoi. Regarde Glow, parce que Glow c'est vraiment... Non mais je pense que ça va m'intéresser justement parce que, mais tu vois c'est pareil, c'est des sujets dans lesquels j'ai mal à me retrouver, mais que je trouve intéressant à regarder d'une certaine façon, enfin tu vois, et pourtant je me verrais jamais faire de la boxe, tu vois, enfin voilà, c'est un peu comme Michael Bay, ça me fascine alors que voilà, j'aimerais tellement que ces enfants ils fassent papa on va faire de la boxe. Ah bah non mais le pire c'est que si jamais à un moment donné ils veulent faire de la boxe, qui suis-je pour les interdire, tu vois. Tu vas leur dire ouais mais il faut que tu sois le meilleur. Non mais je veux dire, mon fils à un moment donné, une année il a voulu faire du foot. Je l'ai pas empêché, je suis allé à tous les putains de matchs, j'ai suivi tous les trucs, voilà, je suis de bonne volonté, hein. Attention. Puis qui fait de la batterie. Et Dieu merci, il s'est mis à la batterie entre temps, il a arrêté le foot. Donc voilà. Mais voilà, donc oui, mais Glow, ouais, du coup, j'étais vraiment curieux, mais c'est cool d'avoir ton avis aussi, surtout à toi qui est dans une situation pas similaire, mais en tout cas qui a pas un rapport passionnel au catch, voilà, comme. J'ai un intérêt, mais je peux pas te. Bah écoute, je traîne un œil, voilà, tout simplement. Je dis un œil, c'est vraiment pas mal. Je crois qu'on en a fini pour notre épisode, dis-moi. Mais oui, on en a fini. Je suis content d'être venu à bout. Putain, j'ai l'impression qu'on prend... On a plus que 156 films maintenant dans notre liste. Oui, finalement on en a fait peu, mais il y a des sujets tellement passionnants. Juste un mot pour conclure. Comment tu te sens maintenant qu'ils ont... Aujourd'hui a été annoncé Nicky Larson le film.
par l'équipe de Babysitting. Vide. Dans l'intérieur, je me sens vide, mort. Brisé. Brisé. Ouais, et surtout, ce qui me fait peur, c'est que Nicky Larson, en fait, je suis pas sûr que ce soit un personnage qui soit très adapté de nos jours. Et aux mœurs occidentaux. C'est quand même l'histoire d'un type qui harcèle les filles et qui est un obsédé sexuel et voilà. Littéralement, qui veut les bifler puisqu'il leur saute dessus avec son sexe en apparence, quoi. Donc il y a vraiment un rapport très très étrange et j'ai très peur que ce soit justement une comédie française qui récupère ce genre de thématique. J'ai vraiment peur du résultat. Ou alors après, ça sera peut-être comme Transformers 3, c'est-à-dire ils vont récupérer, ils vont se dire ah bon, on a été un peu trop loin dans la connerie, on va essayer de donner plus de sens. Non mais typiquement, et je pense que tu vas abonder dans mon sens, si Hazanavicius serait pas parti dans son trip de moi je suis un artiste, je fais des films sérieux, ça aurait été un super sujet pour lui. Ah ouais. Ah voilà. Putain, mais tu vois, Hazanavicius tout de suite ça rassurait tout le monde. Mais voilà, mais vraiment, là tu me dis Nicky Larson par Hazanavicius, oui. Je te le kickstart si tu veux. Voilà. Mais voilà. Mais c'est pas Hazanavicius donc. Putain, faut qu'on lance une pétition. Exact. Mais voilà, ouais, sur change.org pour remplacer Hazanavicius revient s'il te plaît. Bon, on vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça nous touche et on est content que vous nous écoutiez pendant vos vacances, pendant vos déplacements. Pendant votre boulot, pendant l'amour aussi. Pendant le boulot, l'auditeur que nous avons rencontré pendant Spider-Man nous avait dit que lui, il travaillait avec Super Ciné Battle. Ouais, je lui ai envie d'avoir un travail où on peut écouter quelque chose en même temps. Moi, j'y arrive pas. Donc, vous pouvez aussi, en plus d'écouter, vous pouvez retrouver nos listes sur supercinébattle.fr. Tout est archivé. Il y a notre master list. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et je tiens à dire bravo à l'auditeur. Il y a un auditeur qui réécoute toutes les émissions et qui les annote avec tous les films, avec les timecodes à chaque fois. Oui, c'est... Alors ça, chapeau bas. Et honnêtement, on se sent un petit peu honteux du coup. Ah bah oui, non, mais c'est un truc que en tant que producteur, j'aurais jamais eu le temps de faire d'un truc comme ça, quoi. Voilà, et on sent un petit peu... Bravo à lui, enfin tu es notre pote. Voilà, on te paye une bière. Et donc voilà, iTunes, on vous remercie aussi de laisser des commentaires et des petites étoiles. Ça aide vraiment au référencement, en fait. Vraiment, c'est pas une blague. Ça aide au référencement et à faire connaître le podcast à des gens qui n'y auraient pas forcément eu accès. Et puis, soyez cool, c'est les vacances. Mettez Super Ciné Battle à la plage. Mettez Super Ciné Battle dans votre villa, devant la piscine. Parce que je suis sûr qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont devant une villa avec une piscine. Mettez-le dans l'autoradio. J'ai dit l'autoradio. Mettez-le dans l'autoradio. Partagez Super Ciné Battle et je suis sûr que les gens vont aimer écouter les élucubrations de Stéphane Boulet. Pourquoi faut toujours que ça tombe sur moi? Non, attends, je t'ai vu. Hein. J'ai vu comment tu parles. Tu es passé à une émission de télé. Tu t'es présenté comme la meilleure moitié de Super Ciné Battle. Et ça, monsieur, c'est quelle ignominie. Mais écoute, moi je ne grave pas dans le marbre par le mensonge. Je suis obligé de dire la vérité, c'est tout. Quelle ignominie. Stéphane, où peut-on te retrouver? Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Sens Critique, Plugin Papa, et sur Gamecult de façon active, puisque à la fin du mois, là, la semaine du 22 août jusqu'au 25 août, il y a la Gamescom à Cologne, et que du coup, cette année, vous avez besoin de quelqu'un de compétent pour changer, pour couvrir la Gamescom. Et vous voyez à quoi je vis. Et que du coup je vais accompagner les équipes de Gamecult sur place et on va essayer de vous ramener des vidéos, des photos sympas, enfin en tout cas on l'espère, on verra. À défaut on bouffera beaucoup de saucisses et finalement ce sera pas perdu pour tout le monde. J'ai trop l'impression que ça va être Rocky Balboa, genre je reprends les gants. Oui mais c'est ça, c'est littéralement, c'est vraiment ça, c'est un peu mon championnat du monde à moi, je reviens sans entraînement, depuis 3 ans j'ai pas fait ça mais je suis au taquet. Il faut que tu t'entraînes, Bah dans la montagne, voilà, je vais partir me combattre contre des ours pour me tenir prêt pour la Gamescom. Faut au moins ça. Et moi, vous pouvez me retrouver sur @kamui-robotics sur Twitter. Et j'ai écrit un article, ça y est, j'ai écrit un article sur Gamecult. J'ai fait le test de FF12. Si des gens se posent la question, mon livre est
très bientôt terminé. J'attendais plus qu'un certain heureux événement. Et puis, la sortie de Dragon Quest 11, en fait, ça aurait été con de pas en parler. Et donc... et oui, et puis j'ai écrit dans UGC Limité aussi. Ah oui, c'était très bien ce que t'as écrit. Tu l'as lu ? Non. D'accord. Enfin, ouais. Mais au moins c'est gratuit, tu vois, ça c'est... Ah oui, bah moi aussi c'était gratuit ma vanne, hein, tu vois. Ouais. Bon, on vous embrasse tellement, on vous dit à très bientôt. Passez de bonnes vacances, on sait pas quand cet épisode sera diffusé, mais si vous prenez des vacances, passez de bonnes vacances. Si vous êtes du genre à prendre au mois de septembre, et je vous comprends, faites-le aussi. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Ciao à tous. Je ne sais absolument pas ce qu'on va pouvoir mettre en bonus. Eh ben je ne sais pas non plus. Tu sais pas non plus ? Je sais pas, on peut mettre, mission Pays Basque. Non, oui c'est ça, mission Pays Basque. Non, tu peux parler de mission Pays Basque, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de mission Pays Basque ? Est-ce que tu veux pas plutôt parler de Répliquant ? Ah mais bien sûr que on va parler de Répliquant. Putain mais évidemment Répliquant. Ringolam. Non mais c'est vraiment le film très très étrange quoi de Ringolam, et même pour Van Damme en fait. C'est un film. C'est son plus acting, j'ai envie de dire. Oui, avec JCVD. Oui, avec JCVD. Ouais, mais c'est avant JCVD en fait. C'est avant le. Parce que là, JCVD, on est vraiment dans le commentaire méta, tu vois, donc c'est un peu différent. Répliquant, on est vraiment dans du pur Van Damme exploitation. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas comme s'il nous avait déjà fait Double Impact où il était déjà deux Van Damme. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une tradition du Van Damme movie. Et en fait, le 3/4 du film, c'est Jean-Claude Van Damme qui fait l'acteur, en fait. C'est très particulier. Tu sais quoi, je pense qu'on devrait se garder Répliquant pour la prochaine émission. On va se faire une petite liste avec Répliquant parce qu'il a été nommé 2 fois. Je suis en train de regarder. Ah bah ouais, Répliquant mérite qu'on en parle. Mais ouais, je pense que c'est un film atypique pour la carrière de tous les gens impliqués. Impliqués, oui, exactement. Ouais, tout à fait. Y compris Michael Rooker. Y compris Michael Rooker, tout à fait. Et donc on va revenir à Spider-Man. Bon, je pense qu'on est bon. Voilà. On a toujours été bon, toujours. C'est con.